Oran était le fondateur du groupe de rang S le plus puissant, mais ses amis l'ont expulsé parce que sa magie de soutien n'est pas assez bonne comparée à celle des autres. Cependant, Oran n'a jamais été un mage à l'origine, et il décide de retourner à sa véritable compétence et sa passion pour l'escrime pour devenir le plus grand aventurier de tous les temps. Oran erre sans but dans le donjon tout seul, semblant fatigué de sa propre existence. Quand il tombe sur un rat démoniaque, il sort son épée, qu'il n'a pas utilisée depuis ce qui semble être une éternité. Il tourne son visage vers le monstre et le tranche d'un coup net, réalisant qu'il est devenu un peu rouillé après ne pas avoir utilisé l'épée depuis si longtemps. Cela attire l'attention d'autres rats dans le donjon qui se précipitent immédiatement vers Oran et tentent de l'attaquer. Ces créatures ne font cependant pas le poids face au créateur du groupe des héros, car, d'un geste rapide lui aussi, il tue les rats restants qui se sont mis sur son chemin. Il regarde tous les noyaux dispersés sur le sol du donjon et pense qu'il n'est peut-être pas aussi en mauvaise forme qu'il le pensait au début, et qu'il y a peut-être encore de l'espoir pour lui en tant qu'épéiste solitaire. Avant qu'il puisse se retourner, cependant, il est entouré par un groupe de gobelins qui sont substantiellement plus forts que les rats démoniaques, et Oran le sait. Il décide de ne prendre aucun risque et utilise sa propre magie de soutien sur lui-même, augmentant sa force pour une courte durée, le rendant plus résistant et son épée plus dangereuse. Avec cela, les gobelins attaquent Oran, mais il n'était pas de taille face à la vitesse et aux compétences qu'il avait après avoir été dans un groupe de rang et s'il les a tous massacrés l'un après l'autre en pensant à comment il n'avait jamais vraiment essayé sa propre magie de soutien sur lui-même et réalise à quel point cela le rend surpuissant. Il était sur le point de baisser sa garde après avoir tué toute la première vague, mais avant qu'il puisse reprendre son souffle, une deuxième vague de gobelins l'attaque de front. Sachant que son enchantement de soutien s'estomperait bientôt, il saute tête la première et tranche tous les gobelins qui se sont mis sur son chemin, en poursuivant même un à la fin pour l'envoyer en enfer. Avec cela, son enchantement défensif s'estompe, et il réalise que son sort ne fonctionne que pendant 3 minutes de combat, ce qui signifie qu'il doit faire attention à quand et comment il l'utilise. Juste à ce moment, la troisième vague de ces gobelins sans fin entre dans le donjon et se précipite vers Oran à toute vitesse, visant à le tuer, mais Oran parvient à les dominer une fois de plus et commence à les tuer un par un. Il réalise bientôt que son enchantement est sur le point de se terminer, alors il utilise à nouveau le sort vers la toute fin pour continuer son assaut alors qu'il s'occupe des derniers gobelins de la horde. Alors qu'il voit la vie quitter les yeux du dernier gobelin, le souvenir de la soirée le hante encore. Il se souvient à nouveau comment Oliver est entré dans son bureau avec Anedurk et lui a dit carrément qu'ils allaient l'expulser du groupe des héros. Oran est resté choqué alors qu'il essayait de comprendre ce qui se passait. Il s'est tourné vers Oliver, lui demandant de quoi il parlait. Ils sont censés être les meilleurs amis, mais Oliver est resté froid et calculateur, lui disant que ce n'est pas parce qu'il est un ami du même village que cela cache le fait qu'il est le membre le plus inutile de l'équipe. Anedurk ajoute tous les deux, affirmant que tout ce qu'il fait, c'est les ralentir et les empêcher d'atteindre la grandeur. La vie d'Oran défile devant lui alors qu'il essaie de donner un sens à la situation surréaliste. Comment son meilleur ami peut-il décider de l'expulser du groupe qu'il a lui-même créé? Un groupe qui est devenu connu sous le nom de groupe des héros à cause de la rapidité avec laquelle ils ont gravi les donjons et sont rapidement devenus l'un des meilleurs groupes de tout le pays. Oliver raisonne que lors de la dernière mission collaborative de nettoyage de donjons, il a observé d'autres groupes et comment l'enchanteur de leur groupe était si fort et capable d'aider les autres membres, et comparé à cela, Oran est complètement inutile. Oran ne pouvait pas croire ses propres oreilles alors qu'il rétorque, affirmant qu'il n'est pas un enchanteur à l'origine, et que la seule raison pour laquelle il a pris ce rôle était parce que personne dans le groupe n'avait d'aptitude pour la magie. Alors il a sacrifié sa propre position d'épéiste et a commencé à s'entraîner en tant qu'enchanteur et a même créé son propre style de magie pour compenser le talent qu'il manquait en tant que mage de soutien. Henry cependant à son visage, le traitant de perdant pathétique qui cherche des excuses puisqu'Oliver était un bien meilleur épéiste que lui à l'origine. Avec cela, Oran se tourne vers Oliver car il était son dernier espoir, mais Oliver lui dit froidement qu'ils ont même trouvé un remplaçant enchanteur aussi, qui les aidera à gravir les échelons et à atteindre la grandeur. Oran accepte enfin la nouvelle réalité et le fait qu'il n'y a plus de place pour lui dans ce groupe. Avec un dernier adieu, il se tourne pour partir quant à Henry, affirmant qu'il n'était de toute façon jamais censé être dans un groupe de rang S puisque son escrime et sa magie sont toutes deux de rang A, ce qui signifie qu'il est un pathétique touche-à-tout, mais maître de rien. Enfin, il revient à la réalité alors qu'il marche en avant, pensant au nouveau style de combat qu'il a développé, qui fusionne les rôles traditionnels d'un épéiste et d'un mage. Il décide qu'il continuera à être un touche-à-tout, mais en même temps, il les maîtrisera tous et leur montrera quelle énorme erreur Oliver et les autres ont commise. Juste au moment où il s'apprêtait à partir, un groupe de 4 aventuriers se précipite dans la salle de téléportation, tous hors d'haleine. Leur chef demande s'ils vont bien puisqu'ils ne s'attendaient pas à tant d'orques d'un coup. L'un des membres prend la parole, affirmant qu'ils ont laissé la fille derrière, cependant. Le chef affirme qu'il a pris la bonne décision, car s'ils avaient essayé d'aider la fille, ils seraient tous morts, et de toute façon, la fille vient juste de rejoindre leur groupe aujourd'hui,
Alors il a évidemment priorisé son ami plus ancien. La blessure de son propre groupe l'abandonnant était trop fraîche dans son esprit, alors Oran se tourne vers les hommes et leur dit qu'il déteste les gens comme eux. L'un des gars affirme qu'il n'aurait rien pu faire pour l'aider, et l'un d'eux essaie d'attaquer Oran, mais il se fait malmener et balayer au sol alors qu'Oran leur dit de fermer leur vilaine gueule et de s'enfuir. Avec cela, il se tourne vers le chef et lui demande avec colère où diable il a laissé la fille mourir, et se précipite dans cette direction pour la sauver. Il la trouve au fond d'une grotte où elle était complètement coincée contre ce qui semblait être une armée d'orques. Elle continuait à reculer contre le mur avec des larmes aux yeux et utilisait son bouclier défensif alors que les orques avançaient. Son bouclier n'a cependant pas pu tenir longtemps, car bientôt l'orque a réussi à percer le bouclier et était sur le point de mettre fin à sa vie quand Oran saute et utilise sa magie du vent pour les repousser. La fille était choquée et étourdie, mais Oran n'a pas perdu un seul instant alors qu'il sortait son épée et courait vers les orques. Le premier orque a essayé, le matraquant au sol, mais Oran a réussi à bloquer l'attaque facilement, et avec sa propre magie de soutien comme renforcement, il a tranché les orques comme s'ils étaient faits de beurre. La fille était là, confuse, se demandant si Oran est un épéiste ou un mage, alors qu'il utilisait sa magie de renforcement pour améliorer la netteté de sa lame avant de se précipiter sur les orques, les découpant, leurs armes et leur corps de la même manière. Il réalise que les gars avaient raison, car il n'aurait jamais pu affronter autant d'orques à la fois, mais il serait plutôt mort que de laisser un membre du groupe derrière lui. Avec cette pensée, il a tranché des dizaines de monstres d'un coup. Alors que la fille regardait avec admiration, se demandant qui est cet homme, Oran a continué sa folie meurtrière, et avec une deuxième salve d'attaque, il a réussi à découper chaque orque dans la grotte, ne laissant que leurs cadavres et leurs noyaux brillants derrière lui. Avec cela, il se tourne vers la rousse au fond de la grotte, mais la trouve allongée sur le sol alors que l'adrénaline s'estompe. Au moment où le soleil commençait à se coucher, ils sont sortis du donjon, et la rousse s'est présentée comme Sophia avant de l'inviter à dîner en guise de remerciement pour lui avoir sauvé la vie. Oran finit par accepter et la suit jusqu'à une taverne appartenant à la guilde du lapin d'argent. Il réalise qu'elle vient de la guilde elle-même car elle avait aussi une crête sur sa cape et réalise qu'elle lui rappelait quelqu'un mais ne pouvait pas mettre le doigt dessus. Bientôt, cette confusion a disparu lorsque Sophia l'a présentée à sa sœur aînée Selma, qu'Oran connaissait déjà car elle était aussi une enchanteresse de rang S d'un groupe différent. Selma était l'enchanteresse la plus forte du pays et c'était elle qui avait mis au point un système de division des rôles en l'épéiste qui attaque, le tank qui absorbe les dégâts et le mage qui fournit le soutien. Elle regarde Oran avec dégoût et lui dit qu'elle va appeler le FBI puisque sa sœur n'a que 14 ans. Oran lui dit immédiatement que son nom ne figure pas dans les fichiers d'Epstein, donc elle peut se calmer, tandis que Sophia dit à sa sœur qu'Oran lui a en fait sauvé la vie. Selma se calme un peu après cela et réprimande sa sœur pour être sortie seule dans un donjon sans le lui dire d'abord. Il commence bientôt à parler et Oran dit à Selma qu'il a été expulsé du groupe des héros, donc il est plus ou moins un vagabond à ce stade. Il voit immédiatement les yeux de Selma scintiller, et il se demande si elle pense à le recruter dans son groupe, mais avant que cela ne puisse arriver, il dit à Selma qu'il n'a pas l'intention de rejoindre un groupe dans un avenir proche pour l'instant. Selma lui dit de ne pas se flatter et lui demande s'il est partant pour un travail. Cela a été surprenant pour Oran, et il devient curieux et demande des détails sur le travail. Selma affirme qu'un énorme groupe de sa guilde va descendre dans les donjons demain. Le groupe contiendra beaucoup de nouveaux aventuriers, et les membres de rang A sont censés les garder et veiller à ce que les boss de niveau qui apparaissent tous les 10 niveaux soient vaincus et qu'il n'y ait pas de victimes. Elle affirme que l'expédition est approuvée par un sponsor et elle adorerait qu'Oran accepte de les accompagner en tant qu'aventurier supplémentaire. Elle dit aussi à Oran qu'elle respecte vraiment ses compétences et sa force, sinon elle ne lui aurait pas demandé cela. Cela le touche profondément car la raison pour laquelle il a été expulsé de son groupe en premier lieu était que les membres de son groupe ont été impressionnés par Selma elle-même lorsqu'elle montrait sa magie, et c'est pourquoi ils ont décidé qu'ils avaient aussi besoin d'un meilleur mage pour leur groupe. Oran décide d'accepter mais à la condition qu'il descende dans le donjon uniquement en tant qu'épéiste car il n'est plus un mage. Selma est un peu inquiète à ce sujet mais décide que le recruter est plus important car très probablement il retournera à son rôle principal de mage quand les choses tourneront mal. Après le dîner, Oran décide de visiter l'une des boutiques pour obtenir de l'équipement, et le vieil homme le salue immédiatement comme un vieil ami. Le vieil homme était le fournisseur d'armure et d'armes d'Oran depuis le tout début quand Oran n'était personne, et le cœur lourd, Oran révèle qu'il ne pourra plus faire de publicité pour lui car il n'est plus dans le groupe des héros. Il affirme que maintenant personne ne se souciera des armes qu'il utilise ou de l'endroit où il va chercher son armure et s'excuse auprès du vieil homme de l'avoir déçu. Le vieil homme sourit simplement et le remercie pour tout ce qu'il a fait jusqu'à ce jour, affirmant que les gens l'écouteront toujours car il est une personne vraiment gentille qui est forte et retrouvera le chemin du sommet une fois de plus. Cela apporte à sa surprise une larme à ses yeux alors qu'il réalise que quelqu'un compte encore sur lui, et il décide de tout donner et de se reconstruire à partir de zéro. Le lendemain matin, Oran va avec Sophia rencontrer le chef du clan du lapin d'argent connu sous le nom de Vince. Il accueille Oran dans leur bâtiment clanique et se présente. Oran répond que c'est un honneur pour lui de rencontrer le chef d'un clan aussi puissant que les lapins d'argent.
Vince sourit à cela, affirmant qu'il n'a pas besoin d'être si sur le qui-vive car ils sont tous les deux égaux. Vince affirme qu'il est bien conscient des réalisations d'Oran et sait qu'il était l'une des raisons clés pour lesquelles le groupe des héros a été si réussi. Il raisonne qu'il devrait mettre les politesses de côté et au lieu d'essayer de comprendre ce que l'autre personne pense réellement, il devrait concentrer leur esprit sur la tâche à accomplir, qui est cette expédition d'enseignement. Vince se tourne vers Selma pour l'explication, et elle commence par mentionner qu'ils vont aller du premier étage du donjon jusqu'au 51e étage en l'espace de 3 misérables jours. Elle affirme qu'ils arrêteront leur voyage au niveau 21 le premier jour et continueront le deuxième jour jusqu'au niveau 36, et enfin le troisième jour, ils visent à conquérir le 51e étage. Tout en expliquant tout cela, elle se souvient de la conversation qu'elle a eue hier avec Vince quand elle lui a parlé pour la première fois du fait qu'Oran a été expulsé du groupe des héros. Vince a immédiatement affirmé que le groupe des héros a fait la plus grande erreur de leur vie, car sans qu'Oran ne gère tout à la perfection, ils ne seront pas aussi forts qu'avant. Selma a accepté l'évaluation, affirmant que sa magie de soutien les a amenés à un très haut niveau, ce qui aurait été impossible pour eux sans son aide. Elle sait qu'à l'état brut, la magie de soutien d'Oran n'est pas aussi forte que celle de certains mages de soutien de rang S, mais il compense par sa vitesse d'incantation, qui est au moins 4 fois plus rapide que même sa propre vitesse. Elle se souvient du combat, affirmant qu'il utilisait aussi plusieurs de ses propres sorts originaux, et plus que cela, sa capacité à comprendre la situation et à y réagir avec des décisions nettes est fondamentalement inégalée. Avec lui hors de l'équation, le groupe des héros ne pourra pas conserver sa position de leader, ce qui signifie que les lapins d'argent peuvent intervenir et saisir l'avantage pour devenir le groupe le plus fort du pays. Tout cela a un peu confondu Vince car il ne pouvait pas comprendre pourquoi un enchanteur incroyablement talentueux accepterait un raid conjoint dans des donjons où il a peu à gagner. Selma répond que la plupart du temps, les mages de soutien ne reçoivent pas la renommée qu'ils méritent, et oui, elle est célèbre, mais c'est juste parce que ses mouvements étaient assez flashy pour attirer leur attention, tandis que les vrais mages puissants sont laissés dans l'obscurité sans renommée propre. Elle revient à la réalité quand Oran prend la parole et demande de confirmer qu'il y aura 10 groupes de débutants qui se dirigeront vers les donjons et 5 escortes, y compris Selma et lui-même. Les débutants s'occuperont de tous les monstres en rotation, mais si quelque chose d'extraordinaire se produit, les escortes interviendront pour s'assurer que les débutants restent indemnes. Il trouve cependant une chose confuse et demande, pourquoi n'y a-t-il que 5 escortes? Si leur idée est de s'assurer que les débutants aient une expérience sûre, pourquoi ne pas engager plusieurs groupes de rang A au lieu de 5 combattants de rang S séparés? Selma répond que la seule raison pour laquelle ils ne font pas cela est que les débutants vivent aussi le stress de traverser un donjon et ne surestiment pas leurs capacités. Oran ne croit vraiment pas du tout à son explication, mais c'est qu'ils ne révéleront pas leur véritable motivation à un étranger qui n'est affilié à aucun clan. Malgré cela, Oran décide d'accepter la quête car il n'a de toute façon rien de mieux à faire. Vince semble heureux à ce sujet et affirme qu'il sera payé 2 pièces d'or à l'avance et 10 de plus à l'achèvement de la tâche. Cela le surprend un peu car il demande si ce n'est pas trop car c'est pratiquement l'équivalent d'un an d'argent, mais Selma répond qu'il l'apprécie beaucoup et c'est pourquoi ils veulent s'assurer qu'il est suffisamment compensé. Oran les remercie et promet de les rencontrer le lendemain matin en espérant le meilleur. Le lendemain matin arrive bientôt et Oran arrive à l'entrée des donjons où il trouve un groupe de nouveaux aventuriers attendant leur voyage. Il trouve bientôt Sophia et Selma prêtes pour l'aventure et complimente Selma pour sa tenue, ce qui agace Sophia et elle lui rappelle à nouveau qu'elle est mineure. Oran lui dit de se calmer un peu car il n'est pas non plus fan de Michael Jackson. Sophia demande où il vit actuellement puisqu'auparavant il vivait dans le manoir appartenant à leur groupe. Oran répond qu'il séjourne actuellement à l'auberge mais qu'il trouvera bientôt un endroit approprié pour rester aussi. Avec cela, Oran regarde autour de lui et affirme que tout le monde semble être arrivé et peut-être qu'ils devraient commencer leur expédition. Selma est d'accord avec cela et dit à Sophia de rejoindre son groupe avant de conduire Oran vers les 3 autres recrues chargées de s'assurer que le voyage se déroule sans heurts. Selma présente Oran aux autres, affirmant qu'il est incroyablement fort et qu'elle lui fait confiance. Les 3 autres escortes l'accueillent immédiatement. En se présentant, le gars aux cheveux bleus nommé Ant affirme qu'il est un tank, et le blond nommé Burn suit, affirmant qu'il est un tank aussi. La dernière fille aux cheveux courts s'avère être une guérisseuse nommée Cathy. Oran réalise immédiatement qu'il est un attaquant de première ligne, et Selma, l'enchanteresse, ce qui fait de cela un groupe d'escorte très équilibré, mais il se demande quel était leur plan s'ils refusaient leur offre de se joindre. Il pense qu'il y a définitivement quelque chose de louche, mais décide de continuer pour l'instant et de voir comment les choses se déroulent. Bientôt, Selma rassemble tous les débutants en un seul endroit et les présente à Oran, affirmant qu'ils ont obtenu un assistant incroyablement fort pour ce voyage, donc ils n'ont pas besoin d'avoir peur de quoi que ce soit. Elle affirme qu'Oran est allé au 94e étage, ce qu'elle n'a même pas encore fait, et qu'il faisait partie du groupe des héros lui-même, ce qui fait de lui l'une des personnes les plus fortes du pays. Cela excite vraiment les débutants qui se sentent immédiatement beaucoup plus confiants pour ce voyage, mais tant de pression commence à intimider un peu Oran puisqu'il sait maintenant que tant de personnes comptent essentiellement sur lui. Cela dit,
Elle dit aux autres escortes de prendre le contrôle de leur groupe pendant qu'elle dit à Horan qu'il va mener le 10e groupe, qui est le plus prometteur parmi eux tous, et elle croit qu'avec le bon guide, ils peuvent facilement faire face même aux donjons de niveau moyen. C'est encore un peu déroutant pour Horan car il se demande pourquoi elle donnerait le groupe vedette du lot à lui qui est censé être un étranger. Quoi qu'il en soit, il se dirige vers le 10e groupe et réalise que Sophia est dans le même groupe. Il demande si quelqu'un dans leur groupe est en retard puisqu'il ne voit que 3 individus, mais un garçon blond nommé Logan affirme que seuls les 3 d'entre eux appartiennent à ce groupe. C'est un peu inhabituel puisque le groupe de 3 hommes est assez rare, mais le blond répond qu'il n'y a que 3 dans le groupe puisque de toute façon personne ne peut les suivre. Il se prétend être le leader du groupe, affirmant qu'il est un enchanteur qui va devenir encore meilleur que Selma elle-même. Horan réalise immédiatement que ce garçon a un problème d'attitude et se demande si cela va lui retomber dessus à la fin, mais il passe pour l'instant à la 2e fille. La fille se présente comme Carol qui est un tank, mais Horan remarque qu'elle ne semble pas avoir d'armure. Il demande si elle la mettra une fois à l'intérieur du donjon, mais elle répond qu'elle n'utilise ni bouclier ni armure. Horan demande si cela signifie qu'elle se concentre plus sur l'esquive que sur le blocage, et Carol répond qu'il a raison car elle ne veut pas que des monstres la touchent. Les tanks de type esquive sont assez rares car ils utilisent généralement leur incroyable vitesse et leurs compétences pour esquiver et contre-attaquer les monstres de près, mais cela nécessite une expérience de combat réelle que cette fille n'a définitivement pas. Il demande si le clan ne l'a pas averti de cela avant, mais le blond répond que le clan a dit à Carol plusieurs fois d'agir comme un tank normal jusqu'à ce qu'elle acquiert de l'expérience, mais elle les a simplement ignorés. Horan a bientôt réalisé que cela pourrait être le groupe vedette, mais en même temps, cela semble aussi être le groupe à problème, avec lequel les escortes ne voulaient pas traiter. Peu de temps après, l'expédition commence enfin, et ils entrent tous dans les donjons. Carol n'arrête pas de parler un seul instant et continue de harceler Horan sur pourquoi il a quitté le groupe, et il ne sait pas comment la faire taire. Leur voyage se poursuit sans heurts pour l'instant grâce à Horan qui place des pièges magiques derrière eux qui s'occupent automatiquement des monstres inférieurs car il ne veut pas perdre de temps dans des batailles inutiles. Enfin, ils arrivent au 20e étage et Horan a maintenant une meilleure idée de son groupe. Il réalise que le blond n'est pas que du vent et qu'il a en fait une quantité substantielle de compétences en tant qu'enchanteur et peut facilement opérer au niveau d'un groupe de rang à s'il continue comme ça, mais il est mauvais pour donner des directives, ce qui est très important pour un enchanteur. Carol est incroyablement rapide, ce dont elle aurait besoin en tant que défenseur de type esquive, mais il y a 2 problèmes avec elle. Elle se précipite directement sur les monstres sans réfléchir quand son rôle principal devrait être de s'assurer que leur groupe est défendu, et le 2e problème est qu'elle utilise 2 petites dagues comme arme principale, ce qui correspond à son style, mais pourrait ne pas avoir assez de puissance destructrice quand cela compte vraiment. Sophia est la plus faible parmi eux tous en termes de talent brut, mais elle est toujours au-dessus du niveau de compétence d'un débutant total et n'a pas de défaut majeur, ce qui en fait la personne la plus équilibrée du groupe. Au fond de la grotte, les escortes parviennent à vaincre le boss de l'étage 20, ce qui signifie qu'ils peuvent avancer jusqu'au 21e étage, qui était leur objectif pour le premier jour. Après avoir enregistré leur carte d'identité comme preuve d'achèvement, ils sortent pour la nuit pour se reposer et continuer le lendemain matin. Quand Horan se réveille le lendemain, cependant, il est dévasté de trouver un journal, et sur sa première page, sa photo est affichée pour que tout le monde la voie, car le groupe des héros déclare officiellement qu'ils ont expulsé Horan et ont embauché un nouvel enchanteur à sa place. Cela le frappe plus fort qu'il ne le pensait, mais il ne peut rien y faire, alors il sort pour rencontrer les autres au donjon, se demandant si les débutants se comporteraient différemment après avoir lu les titres d'aujourd'hui. En chemin, cependant, il est arrêté par une fille aux cheveux bleus qui s'avère être Luna, la guérisseuse du groupe des héros. Il se souvient comment même pendant ces derniers jours, quand tout le monde se comportait froidement envers lui, Luna lui souriait toujours et était prête à aider. Le jour où il a été expulsé, elle était en course, sinon, cela n'aurait pas été si facile pour les autres de le pousser hors du groupe. Luna saisit immédiatement les mains d'Horan et le supplie de revenir, affirmant qu'elle trouvera un moyen de faire comprendre au groupe à quel point ils ont besoin de lui. Elle évoque leur promesse de nettoyer le grand donjon ensemble, mais cela ne fait que l'énerver car il déclare que la promesse a été faite par eux 3 ensemble, y compris Oliver, et c'est lui qui l'a expulsé du groupe. Le cœur blessé, il se retourne et dit à Luna qu'il ne reviendra jamais plus dans ce groupe, et avance vers l'entrée du donjon. En chemin, Horan pense à comment il a été banni du groupe des héros, et c'est ce que le journal a clairement mentionné aujourd'hui, ce qui signifie que toutes les nouvelles recrues sont probablement confuses sur ce qu'elles doivent penser de lui maintenant, surtout compte tenu du fait que Selma l'a tellement excité pour avoir été du groupe des héros, mais maintenant la vérité s'est effondrée. Il arrive bientôt à l'entrée du donjon où il trouve tous les débutants attendant d'entrer, mais l'énergie entière a complètement changé, ce qui signifie clairement que chaque personne ici a déjà vu le journal d'aujourd'hui. Les débutants discutent entre eux du fait qu'Horan n'est plus dans le groupe des héros. Alors que Logan pense à comment cela aurait été différent si Horan avait quitté le groupe de son propre gré,
mais le fait que le journal ait clairement indiqué qu'Oran a été expulsé du groupe des héros pour être trop faible change complètement tout. Oran essaie de saluer les débutants, mais il obtient un mélange de réponses de leur part, réalisant qu'il n'est pas aussi bienvenu ici qu'hier, tout cela à cause de quelques stupides titres de journaux. Juste à ce moment, Selma arrive avec Ant, Burn et Cathy, et s'excuse immédiatement auprès d'Oran pour avoir causé un malentendu car c'est elle qui a en quelque sorte poussé le fait qu'il était dans le groupe des héros pour mettre les débutants à l'aise. Oran lui dit immédiatement que ce n'est pas de sa faute, et qu'elle devrait garder la tête haute comme jamais et conduire le groupe dans les donjons pendant qu'il fournit le soutien. Ant, Burn et Cathy interviennent, affirmant que peu importe quel est le problème entre Oran et le groupe des héros, le fait reste qu'Oran est l'une des très rares personnes vivantes dans ce monde qui sont allées au 94e étage et ont vécu pour raconter l'histoire. Cela donne à Oran un peu de soulagement face au constant examen, et il se dirige vers son groupe où Sophia et Carol lui souhaitent bon matin de tout leur cœur, mais Logan semble un peu hésitant et ne sait pas comment exactement il devrait traiter Oran. Oran décide de briser la glace lui-même et demande à son groupe s'ils ont vu le journal aujourd'hui, et Sophia et Carol ont répondu qu'elles ont vu le journal, mais que cela ne vaut pas la peine de le lire car il est plein de mensonges. Logan, cependant, ne souscrit pas à Fox News, donc il a l'habitude d'entendre la vérité et demande à Oran si le journal a dit la vérité. Oran répond que techniquement le journal dit la vérité puisqu'il a été banni du groupe au motif qu'il est trop faible selon les autres membres du groupe. Il s'excuse auprès d'eux de ne pas leur en avoir parlé dès le début, affirmant qu'il n'est pas vraiment le héros que tout le monde attend de lui. Sophia n'en peut plus et répond qu'il ne dit pas la vérité, affirmant qu'il est super fort car elle l'a vu affronter une énorme horde d'orques tout seul et les vaincre sans transpirer. Oran la remercie de croire en lui et dit au reste de leur groupe que même s'il n'est plus membre du groupe des héros, il est toujours assez capable pour les aider facilement à atteindre le 51e étage et leur demande de croire en lui. Les filles semblent contentes de cela, mais Logan semble déçu car il a l'impression d'avoir été trahi. Ils entrent bientôt dans les donjons, et ce jour-là, les recrues sont censées aller du 21e étage au 35e étage, mais même maintenant, il n'est pas censé leur donner d'ordre ou de conseils et juste rester en retrait et observer, n'intervenant que si les choses commencent à devenir trop incontrôlables. Leur voyage se poursuit sans heurts alors que Carol s'occupe de tous les monstres du 24e étage avec l'aide de ses dagues jumelles et de son style de combat rapproché et personnel, tandis que Sophia parvient à s'occuper des plus gros monstres du niveau 30, surprenant même Oran, qui se demande s'il a un peu sous-estimé Sophia. Bientôt, il passe au 31e étage, qui sont les étages intermédiaires, et cela signifie que maintenant les débutants sont en territoire inconnu et ont besoin des conseils et de l'aide de leurs guides qui sont avec eux. Cette fois, Oran prend les devants et marche devant son groupe, s'assurant que rien d'extraordinaire ne se cache à cet étage quand il sent soudain la présence d'un groupe de gobelins devant et dit à son groupe de se préparer à combattre. Il réalise aussi qu'un orc égaré a apparemment erré dans la même zone, ce qui pourrait rendre le combat un peu délicat, mais puisque son lot de débutants est plutôt bon au combat, il n'a pas de souci à se faire pour perdre cette bataille. Il dit immédiatement à Carol d'attaquer les gobelins pendant qu'il dit à Sophia de s'occuper de l'orc avec l'aide de ses sorts magiques à longue portée. Elles suivent toutes les deux ses instructions alors que Sophia saute immédiatement en mode attaque et commence à affronter les gobelins, tandis que Sophia se prépare à affronter un gobelin. Oran se tourne alors vers Logan, lui disant d'utiliser sa magie de soutien, mais avant même qu'il puisse terminer sa phrase, Logan crée déjà un tas de cercles magiques et commence à lancer des sorts d'agilité sur Carol pour l'aider à obtenir un avantage contre les gobelins. Logan n'est toujours pas pleinement convaincu qu'une personne comme Oran devrait le guider en quoi que ce soit, surtout depuis qu'il pense que les conseils d'Oran sont si simples que n'importe qui à sa place ferait la même chose. Soudain, les choses deviennent un peu plus délicates, cependant, car l'orc déclenche le TSPT de Sophia et elle commence à paniquer contre lui, ne se préparant pas à une attaque. Cela pourrait signifier un désastre pour eux tous puisque même Logan est occupé avec ses sorts magiques concentrés sur Carol. Il regarde impuissant Oran, se demandant quel genre de guide il est et pourquoi il n'aide pas Sophia, quand il aperçoit soudain Oran créant un signe magique qui diminue considérablement la vitesse de l'orc. Il se dirige alors vers Sophia et lui dit de prendre son temps et de viser juste car elle est bien plus forte qu'un orc et ne devrait pas en avoir peur. Sophia prend une profonde inspiration et produit ensuite une énorme boule de feu qui détruit complètement l'orc en 1000 morceaux, surprenant tout le monde dans son groupe, y compris Oran, qui n'avait absolument aucune idée que Sophia peut utiliser des sorts magiques de niveau avancé. Carol court immédiatement vers Sophia et l'embrasse, tandis qu'Oran la félicite pour un excellent tir. Bientôt, ils atteignent aussi le 35e étage où ils finissent par tomber sur une tarentule de la mort. Logan perd immédiatement son sang-froid, pensant qu'ils sont morts puisqu'il n'y a aucun moyen qu'ils puissent s'occuper de cette chose, mais Sophia et Carol ont toutes les deux une confiance totale en Oran et attendent ses ordres. Oran dit immédiatement à Logan d'utiliser l'augmentation d'agilité et de force pour Carol tout en utilisant l'augmentation de magie sur Sophia. Logan se demande si ce gars est devenu fou car il utilise la même stratégie qu'avant sans changement, mais il décide de suivre les ordres et utilise les sorts en conséquence. Oran dit alors à Carol d'engager le monstre en combat rapproché et de s'assurer de garder son attention sur elle.
Carole hoche la tête en signe d'accord et court immédiatement vers la tarentule. Logan essaie de l'arrêter, mais Oran l'arrête, affirmant que s'il avance, ils seront tous dans une position très désavantageuse, donc ils devraient attendre et regarder. Oran dit alors à Sophia de sauter sur le monstre et de déchiqueter son dos, et Sophia comprend immédiatement la mission, sautant sur sa tête et faisant courir sa lame dessus de l'avant vers l'arrière. Oran lui dit ensuite de garder son attention sur elle, mais elle doit être prudente car l'araignée est venimeuse, donc elle doit esquiver toutes les attaques sans faute. L'araignée commence à essayer de poignarder Carole avec ses pattes pointues, mais elle continue d'esquiver les attaques l'une après l'autre et même à dévier certaines attaques, surprenant le monstre. Oran dit à Logan qu'il doit continuer ses sorts sur Carole car sa vie est entre ses mains à ce stade. Avec cela, il se tourne vers Sophia et lui demande de clouer le monstre au sol. Sophia comprend immédiatement la mission et utilise sa capacité de coupe de flèche pour couper ses pattes, le forçant à tomber au sol. Carole commence à célébrer, mais Oran lui dit d'être prudente car la bataille n'est pas encore terminée. Le conseil est arrivé trop tard, cependant, car le monstre araignée n'était pas encore mort et utilise ses toiles pour attraper Carole et commence à la tirer vers lui. Oran dit immédiatement à Logan de donner à Carole une augmentation de force et de vitesse, ce qu'il fait sans autre discussion, mais Carole commence à paniquer et ne parvient pas à se libérer de la toile, suppliant Oran de l'aider. Oran dit à Sophia de préparer sa flèche de roche et utilise un sort de netteté amélioré sur ses couteaux, ce qui lui donne le coup de pouce dont elle avait besoin pour se libérer de l'emprise de ce monstre. Sophia enchaîne immédiatement avec son sort de flèche de roche, qui pulvérise complètement le monstre, le tuant sur le coup. Avec cela, leur expédition de la journée se termine, et Oran félicite Logan pour son utilisation de ses sorts de soutien, car sans ceux-ci, son groupe n'aurait pas pu gagner les batailles d'aujourd'hui. Au moment où ils sortent des grottes, le soleil commence à se coucher, et Selma félicite tous les débutants pour leur réalisation jusqu'à présent, affirmant qu'ils ont tous fait un travail formidable jusqu'à présent, et la dernière étape de leur voyage aura lieu demain, donc ils doivent se reposer et manger correctement. Avec cela, ils partent chacun de leur côté quand Oran est arrêté par Ant et Burn qui l'invitent à déjeuner, et après avoir réfléchi un moment, Oran accepte l'offre car ce n'est pas tous les jours que quelqu'un offre de l'inviter. Sur le chemin du retour vers la ville, Logan demande à Sophia de la rencontre où Oran lui a sauvé la vie pour la première fois et demande des détails comme quel genre de sort utilisait-il. Sophia essaie de se souvenir et répond qu'il a d'abord utilisé une rafale de vent puis a aussi utilisé de la magie pour améliorer son épée avant de trancher chaque orque en lambeaux. Logan réalise que quelque chose est très différent chez Oran puisqu'aujourd'hui il a remarqué qu'Oran a très facilement utilisé un sort pour réduire l'agilité de l'orque qui se dirigeait vers Sophia. Ces genres de sorts magiques sont connus sous le nom de debuffs et sont incroyablement difficiles à réaliser. Même les mages les plus incroyablement talentueux comme Selma elle-même peuvent à peine utiliser un seul debuff en quelques jours, et cela aussi avec une préparation. De plus, Oran a agi comme un lanceur de sorts parfait et savait quand utiliser quel aspect d'un sort dans un combat d'équipe. Il savait quand exactement chaque amélioration s'estomperait et a même utilisé des sorts préventifs pour prédire les mouvements de l'ennemi. Cela fait réaliser à Logan qu'il s'est complètement trompé sur Oran, et qu'il n'est pas juste un mage normal, mais un véritable génie. De retour en ville, Oran descend dans une taverne avec Burn et Ant, et ils lui disent de commander tout ce qu'il veut car ce sera à leurs frais. Il commence alors à l'interroger sur son rôle réel car il était un enchanteur dans le groupe des héros, mais maintenant il prétend être un épéiste. Oran répond qu'il a toujours été un épéiste depuis qu'il a vu son grand-père tuer une énorme bête qui avait erré dans le village. Il a gardé cela en tête que quoi qu'il arrive, il deviendra un épéiste, et ce souhait s'est réalisé pendant un certain temps car il était un épéiste dans le groupe des héros, mais alors qu'il commençait à descendre aux niveaux inférieurs, leur rythme a commencé à ralentir un peu car l'intensité et la force des monstres qu'ils rencontraient augmentaient. En même temps, Selma a popularisé la stratégie d'équipe où tout le monde dépendait de l'enchanteur pour les décisions, donc ils ont décidé eux-mêmes de suivre la même stratégie. Malheureusement, puisque tout leur groupe n'avait personne avec l'affinité pour devenir un enchanteur, leur meilleur choix était Oran, et pour le bien du groupe, il a décidé de laisser tomber son podium d'épéiste et est devenu un enchanteur. Il commence à penser amèrement que le groupe des héros n'a aucune chance de nettoyer les niveaux suivants maintenant, mais décide que cela ne vaut pas la peine de penser à tout cela. Il dit alors au garçon qu'il veut maintenant devenir l'épéiste le plus équilibré qui puisse s'occuper même des étages inférieurs tout seul sans avoir besoin d'un groupe, ne sachant pas que le lendemain même, le groupe des héros allait lui rendre visite dans les donjons même qu'il visait à conquérir. Le lendemain matin, Oran se dirige vers la grotte, en pensant que ce sera son dernier jour à diriger le jeune groupe, et aperçoit sa Sophia et les autres qui l'attendent non loin de l'entrée. Il le salue tous chaleureusement, et il sent déjà que le groupe semble avoir plus confiance en lui aujourd'hui que la veille. Même Logan semble bien plus réceptif et lui fait confiance. Carole prend la parole, affirmant que comme c'est le dernier jour, Sophia voulait lui dire quelque chose, et commence à donner des coups de coude à Sophia, la poussant à exprimer ce qu'elle a sur le cœur, mais Sophia semble intimidée et trop timide pour dire ses vrais sentiments. Il s'avère qu'en prenant son bain la veille au soir,
Sophia a fini par dire à Carole qu'elle veut qu'Oran reste dans le clan des lapins de la nuit et les aide à atteindre le sommet. Cependant, avant qu'elle ne puisse se résoudre à parler de son cœur à Oran, celui-ci est appelé par Selma et dit à Sophia qu'il lui parlera plus tard avant de partir. En marchant vers le reste des guides, il finit par entendre par hasard un groupe de nouveaux que le groupe du héros va aussi aller dans les donjons aujourd'hui, et qu'ils vont faire un essai avec leur nouveau groupe pour s'assurer qu'ils travaillent tous en harmonie. Oran se demande à quel étage ils vont essayer, et il apprend bientôt qu'ils ne vont pas à l'étage le plus profond, qui est le 94e, mais qu'ils vont seulement commencer du 92e étage pour s'assurer que leur nouveau groupe fonctionne comme il le devrait. Oran est choqué en entendant cela, car il ne pense pas que le groupe du héros devrait commencer au 92e étage, surtout avec un nouveau candidat à sa place, et qu'il devrait plutôt essayer de passer par certains étages inférieurs d'abord pour avoir une idée de leur travail d'équipe. Finalement, il décide que c'est une perte de temps totale de penser au groupe du héros et qu'il devrait plutôt se concentrer sur ce qu'il est venu accomplir ici. De retour au 92e étage, Oliver, le leader du groupe, galvanise son équipe, affirmant qu'ils ne devraient avoir aucun problème à parcourir ces donjons, mais qu'ils doivent tout de même rester sur leur garde. Il se tourne ensuite vers le plus nouveau membre de leur groupe, Philly, une enchanteresse aux cheveux verts. Le tank lui dit de leur montrer ce qu'elle sait faire, tandis que le mage idiot ajoute que Philly n'est pas un touche-à-tout bon à rien comme Oran, donc il ne devrait avoir aucun problème. Oliver se tourne ensuite vers Luna, qui n'a pas encore dit un mot par défi silencieux, car elle n'a jamais voulu qu'Oran parte, mais Oliver croit qu'après cette expédition dans le donjon, même Luna devra admettre que leur décision était correcte et qu'Oran était le problème. Il s'avère que Luna ne faisait même pas partie du plan qu'Oliver et les autres ont ourdi pour expulser Oran du groupe. Elle n'a su qu'à la soirée où Oliver félicitait Philly pour son intégration au groupe et organisait une fête en son honneur. Anne et Derek se sont tous deux moqués d'Oran, affirmant que maintenant qu'ils avaient un vrai enchanteur au lieu d'un touche-à-tout bon à rien. Ils devraient compléter le donjon et atteindre le 100e étage en un rien de temps. Anne a même dit à Philly qu'apparemment ils avaient une tonne d'argent, mais qu'Oran était si prudent avec les dépenses qu'ils n'avaient jamais vraiment tout donné pour leurs besoins personnels. Philly devient un peu mal à l'aise, demandant si les fonds du groupe ne sont pas uniquement pour le groupe et non pour un usage personnel, mais Anne balaie ses pensées en affirmant qu'ils avaient beaucoup d'argent et à quoi sert l'argent si on ne sait même pas le dépenser. Oliver prend toutefois la parole au milieu et leur dit qu'ils devraient en avoir fini avec les discussions sur Oran maintenant et passer à autre chose, car il est sans importance pour eux à ce stade. Alors qu'ils lèvent leur verre en l'honneur de Philly qui rejoint leur groupe, Luna entre dans la pièce, essoufflée, et dit à Oliver qu'elle doit lui parler. Soudain, elle remarque Philly, qu'elle ne connaît même pas à ce moment-là, et demande à Oliver s'ils peuvent parler en privé. Oliver lui dit qu'ils peuvent et devraient parler ici, devant tout le monde, donc Luna n'a pas le choix et leur dit qu'elle vient d'apprendre qu'Oran participe à un raid avec les lapins argentés de la nuit et demande comment c'est même possible. Derek et Anne sont tous deux confus, Anne demandant comment il peut rejoindre les lapins argentés de la nuit en 3 jours alors qu'ils lui ont dit à quel point il était faible. Derek affirme qu'il doit encore agiter son badge de rang S, qu'il doit à ce groupe, et que c'est ainsi qu'il a obtenu le poste. Luna est confuse et demande de quoi diable il parle, quand Oliver lui dit de se calmer et d'écouter. Mais avant qu'il ne puisse continuer, Anne s'immisce dans la conversation et dit à Luna que le touche-à-tout bon à rien d'Oran a quitté le groupe il y a 3 jours. La nouvelle du départ d'Oran du groupe la stupéfie, et elle se demande à voix haute si Oran a finalement abandonné, mais Derek, le géant idiot, ouvre sa grande bouche et lui dit que c'est l'inverse, Oran n'a pas quitté le groupe. C'est eux qui l'ont forcé à quitter le groupe car c'était un loser. Luna est choquée et se tourne vers Oliver, lui demandant si c'est la vérité. Oliver répond calmement qu'ils disent la vérité et essaie de lui présenter Philly, la nouvelle membre. Luna l'interrompt immédiatement, affirmant qu'elle avait clairement dit qu'elle s'opposerait à quiconque prendrait la place d'Oran, ce qui agace le tank Zero, qui lui crie de se taire car la nouvelle membre essaie de la saluer. Oliver calme Derek, cependant, et essaie de raisonner Luna, affirmant qu'Oran n'est plus assez bon pour leur groupe, et qu'à ce stade, il ne ferait que les freiner. Luna affirme qu'elle n'est d'accord avec rien de tout cela, car Oran est le cœur du groupe et c'est la principale raison pour laquelle ils sont même arrivés aussi loin au départ, et dit à Oliver qu'il n'y a aucun moyen qu'ils puissent aller plus loin sans lui. Anne ajoute qu'elle est la seule à penser qu'Oran était spécial, et de toute façon, rien ne peut être fait maintenant car la décision a déjà été prise et Oran a été expulsé. Oliver dit à Luna qu'ils doivent parler des plans immédiats maintenant, et affirme que comme c'est la première fois qu'ils travailleront tous avec Philly, ils commenceront du 92e étage et progresseront lentement jusqu'au 94e étage. Luna, cependant, rejette catégoriquement le plan, affirmant qu'elle n'a pas d'envie de mourir comme les autres semblent en avoir. Derek en rit, demandant comment diable ils pourraient avoir une envie de mourir s'ils commencent du 92e étage alors qu'ils ont déjà réussi à aller jusqu'au 94e étage. Luna répond que même si Philly est une enchanteresse très compétente, ils devraient commencer à travailler des étages inférieurs d'abord et ensuite peut-être monter vers les étages supérieurs. Derek affirme à nouveau, avec son crâne épais, qu'ils ont déjà nettoyé l'étage numéro 93, alors pourquoi devraient-ils commencer plus bas?
Luna affirme qu'ils doivent être fous de penser cela, puisque le 92e étage contient le dragon noir et qu'ils ont à peine réussi à le franchir la dernière fois qu'ils l'ont combattu. Henry répond que c'était à l'époque où ils avaient un enchanteur faible dans leur équipe, et que combattre le dragon cette fois devrait être un jeu d'enfant. Oliver affirme qu'ils vont juste voir à quel point ils travaillent bien ensemble et rien d'autre, donc ils n'ont pas vraiment à combattre le dragon noir. Luna essaie de protester, affirmant que même dans ce cas ils devraient commencer bien plus bas, mais Oliver la coupe, affirmant que la décision a déjà été prise et qu'elle ne peut plus être changée maintenant. De retour dans la réalité, le groupe du héros se retrouve face au mammouth du 92e étage, qui avait été vaincu assez facilement la dernière fois, mais cette fois il semble avoir quelques difficultés avec lui. Oliver court vers le mammouth et essaie de le frapper avec son épée, mais le mammouth parvient à bloquer l'attaque, repoussant Oliver pour qu'il se mette à couvert tandis que Derek se prépare à toute contre-attaque. Une fois à couvert, le buff d'Oliver s'estompe, et il réalise qu'à chaque fois que les buffs s'estompent, son corps se sent comme alourdi par beaucoup de poids. Il se retourne et demande à Philly pourquoi leur buff s'estompe si rapidement. Philly répond qu'elle n'a pas encore compris comment ils combattent tous ensemble, donc cela devrait s'améliorer. Cela surprend un peu Oliver, car il se souvient comment Oran avait réussi à tout comprendre sur eux dans les premières heures de leur premier jour ensemble dans le donjon. Le mammouth utilise soudainement un souffle d'énergie dirigé vers Derek, qui essaie de bloquer, mais finit par glisser, et le rayon est redirigé vers Anne, qui crie à Derek d'être un idiot. Même Derek se demande pourquoi ces blocages ne sont pas aussi efficaces, car ce souffle de puissance aurait dû être facile à bloquer pour lui. Anne décide de s'engager dans la mêlée et tire ses souffles de feu sur le monstre, mais il chatouille à peine le mammouth, ce qui déconcerte Oliver, et il crie à Anne de prendre les choses au sérieux, mais Anne répond qu'elle fait ce qu'elle fait habituellement, mais pour une raison quelconque, ses attaques semblent plus faibles. Oliver dit à Philly de booster une fois de plus les dégâts magiques d'Anne, et elle fait comme on lui a dit, mais même cette fois, quand Anne utilise son souffle de feu sur le mammouth, cela ne laisse même pas une égratignure. En représailles, le mammouth utilise à nouveau son souffle de puissance et frappe presque Anne, qui parvient à peine à se cacher derrière un rocher. Oliver reste stupéfait, puisque la magie de Philly est censée être beaucoup plus forte que celle d'Oran, mais pourtant, ils se font battre par ce monstre qu'ils n'avaient eu aucun mal à affronter la dernière fois. Un autre rayon de puissance dirigé vers lui le ramène à la réalité, alors qu'il l'esquive de justesse tandis que le rayon suivant est bloqué par Derek. Oliver dit à Anne de prendre le monstre en tenaille, mais Anne n'a pas de chance car le monstre parvient à l'arrêter et attaque, la forçant à courir tout le long du chemin en arrière. Oliver se tourne immédiatement vers Philly et lui dit de garder un œil sur l'attaque du monstre et de les prévenir. Philly répond qu'il lui est impossible de faire cela tout en faisant toutes les autres choses, mais Oliver lui dit que c'est le travail d'un enchanteur de garder un œil sur le déroulement de la bataille. Anne lui rétorque, affirmant qu'elle est complètement inutile et qu'il n'aurait jamais dû la prendre dans le groupe. Oliver réalise qu'aucun d'entre eux ne semble être aussi fort qu'ils en ont l'habitude, et il n'arrive même pas à tirer la pleine puissance de son épée. En théorie, la magie de Philly devrait leur donner un énorme coup de boost, alors qu'est-ce qui ne va pas exactement? Avant qu'ils ne puissent décider de quoi faire ensuite, le dragon noir émerge des profondeurs des donjons et commence à voler vers eux. Luna commence à transpirer de peur et crie qu'ils doivent quitter cet endroit dès que possible. Le dragon descend au sol, écrasant le mammouth sous lui sans aucun problème. Oliver est choqué, car il se demande pourquoi diable le dragon noir sort de sa place, et cela ne devrait pas arriver, mais il refuse toujours de partir, affirmant qu'ils l'ont vaincu une fois et qu'ils le referont. Derek se met immédiatement en position pour bloquer son attaque de boule de feu, mais à sa surprise, il est loin d'être aussi fort et est immédiatement repoussé. Anne essaie d'utiliser sa boule de feu, mais même après s'être cachée derrière un rocher, elle est frappée et assommée. Luna dit immédiatement à Oliver qu'ils doivent s'échapper, mais Oliver dit simplement à Philly de la buffe et charge ensuite son attaque la plus puissante contre la boule de feu du dragon et attaque en même temps, parvenant à peine à tenir bon car il est balayé par l'onde de choc. Il tombe à genoux, confus et étourdi, ne sachant que faire, mais Luna le rassemble rapidement et lui dit qu'ils doivent utiliser un cristal de téléportation d'urgence sinon ils mourront ici. Philly affirme que la téléportation d'urgence, cependant, les enverra directement dans une salle de boss de rang inférieur et ils devront le combattre, mais Luna affirme qu'ils n'ont pas d'autre option. Oliver accepte et attrape le reste de son équipe et ouvre le portail pour s'échapper, mais avant qu'il ne puisse y passer, le dragon plonge avec une attaque, les repoussant, et à leur absolue horreur, entre dans le portail avant de disparaître. Derek a d'abord pensé que c'était pour le mieux, mais Luna leur dit que c'est la pire chose qui pouvait arriver, et maintenant un groupe d'aventuriers de Baran va mourir sous les coups du dragon. Elle affirme qu'ils doivent retourner à la guilde et leur faire téléporter de force quiconque dans le donjon. Oliver accepte et ils commencent à courir vers l'extérieur, et c'est alors que Luna leur dit que la raison pour laquelle ils se sentaient si faibles était qu'Oran avait développé des sorts originaux qui augmentaient la force de n'importe laquelle de ses attaques magiques de 50 fois. Philly est choqué, car même Selma ne pouvait faire qu'une augmentation de 10 fois, mais Luna leur dit que c'est la vérité et c'est pourquoi ils avaient l'impression d'être trop forts.
En réalité, ils ne sont forts que s'ils sont avec Oran. Sinon, ils ne sont rien d'autre qu'un groupe d'aventuriers médiocres. Oliver, cependant, refuse de le croire et jure de tuer le dragon sans Oran, alors qu'ils courent tous vers le bâtiment de la guilde, espérant que le dragon n'a pas encore fait de victime. De retour au 50e étage, Oran dit à son groupe qu'une fois arrivés au 51e étage, leur objectif sera accompli et ils rentreront chez eux pour la journée à l'aide du cristal de téléportation. Tous les membres de son groupe hochent la tête en signe d'approbation, mais Oran a un mauvais pressentiment. Il regarde autour de lui, mais ne trouve rien d'anormal. Il lève alors les yeux vers le ciel sombre où les nuages cachent complètement le soleil et se demande pourquoi il a ce sentiment. Tout semble bien se passer pour le moment, et bientôt, ils affronteront le boss de l'étage, ce qui ne sera pas un gros problème pour aucun des guides, puis ils pourront tous mettre fin à leur journée et rentrer chez eux avec leur mission, un succès total. Alors pourquoi a-t-il ce sentiment étrange qu'il avertit que quelque chose a terriblement mal tourné et qu'ils doivent tous partir maintenant? La voix de Carole traverse ses pensées alors qu'elle demande à Oran contre quel type de monstre ils peuvent tous s'attendre à se battre cette fois-ci. Oran remarque l'excitation dans ses yeux et lui dit qu'elle est censée être un tank dont le travail principal est de protéger ses autres coéquipiers. Elle ne peut pas simplement se précipiter sur les ennemis dans l'espoir de les tuer tous elle-même. Carole ne semble pas être d'accord cependant et répond que si elle peut s'occuper de tous les ennemis seule, alors elle facilite techniquement le travail de ses coéquipiers et ils ne seront en aucun danger. De plus, elle croit que le travail d'un tank est d'être en première ligne, et c'est ce qu'elle fait à chaque fois, et elle commence immédiatement à demander encore plus de conseils sur la façon de se battre encore mieux. Oran laisse échapper un soupir d'épuisement et lui dit qu'elle devrait commencer à apprendre à travailler en équipe au lieu d'essayer de tout faire seule, car plus tôt elle apprendra tout cela, mieux ce sera pour son avenir lorsque la seule façon de progresser sera de compter sur ses coéquipiers. Carole n'aime pas vraiment cette idée et trouve ça ennuyeux, mais Logan lui dit de faire attention et d'être reconnaissante de recevoir de si bons conseils. Il affirme que même le grand aventurier Albert a dit que le travail d'équipe fait la force. Oran tourne son attention vers le petit blond et demande s'il parle de l'Albert du clan des lapins de la nuit. Logan est ravi de savoir que quelqu'un d'autre lit aussi au lieu d'agir comme un barbare dans un donjon tout le temps. Oran affirme qu'il pense que tout le monde connaît probablement le grand Albert, car il était le membre incontestément le plus fort des lapins du ciel nocturne et on croit qu'il est mort en combattant le dragon noir au 92e étage l'année dernière. Logan affirme que même dans sa mort, Albert est devenu une légende dont on se souviendra toujours pour toujours. Cependant, Carole devient un peu sombre alors qu'elle affirme doucement qu'Albert est mort en essayant de protéger l'un de ses camarades, même si c'était le travail du tank de faire cela. Son humeur s'assombrit alors qu'elle continue en disant qu'il savait que sa mort signifierait la disparition des sourires de sa famille, mais il ne s'en souciait pas vraiment. C'est pourquoi elle pense que la meilleure façon d'être un défenseur est de garder celui que vous protégez loin de vous à tout moment. Elle conclut en disant que si elle combat seule en première ligne pendant que son équipe reste à l'arrière, alors ils ne seront en aucun danger et pourront s'enfuir si les choses tournent mal. Oran remarque la douleur sur le visage de Carole et décide que cela dépasse ses compétences, et qu'en tant qu'étranger, il ne devrait probablement pas s'immiscer davantage. Il décide de remonter un peu le moral et dit à Carole qu'il comptera sur elle aujourd'hui pour s'occuper des ennemis. Immédiatement, son visage s'illumine comme avant et elle lui dit de lui laisser faire. Sophia, l'accro à l'attention, décide immédiatement de ramener le regard de tout le monde sur elle en essayant d'être un moine au sommet et demande à Oran quelles sont les choses qui lui manquent et comment elle peut s'améliorer en tant que coéquipière et mage. En entendant cela, Logan renchérit également, affirmant que lui aussi veut savoir comment il peut s'améliorer. Oran leur dit à tous de se calmer et avance vers le 51e étage où les nouveaux commencent à s'échauffer. Selma appelle Oran, affirmant qu'aujourd'hui sera leur dernier jour et le plus difficile jusqu'à présent, donc ils doivent s'assurer que rien ne tourne mal et terminer l'expédition avec succès. Elle se tourne alors vers le groupe d'Oran et affirme que les enfants semblent avoir pris beaucoup d'affection pour lui. Oran révèle honnêtement qu'après l'article de journal, il pensait avoir probablement perdu tout le respect qu'ils auraient pu avoir pour lui en un instant, mais il s'avère qu'il avait tort et ses enfants sont bien plus intelligents et indépendants qu'ils n'en ont l'air. Selma est d'accord, affirmant que ce groupe peut parfois être difficile à gérer, mais ils ont un avenir brillant devant eux. Elle dit ensuite à Oran que la mort d'Albert a été un coup dur pour leur clan, car il était la star du clan et leur clan a rapidement commencé à prendre du retard, et c'est à ce moment-là que l'ancien clan d'Oran, le groupe du héros, a pris la tête. Oran affirme que le dragon noir était incroyablement difficile pour eux aussi, et ils auraient très facilement pu perdre quelqu'un pendant ce combat, ce qui aurait paralysé complètement leur groupe. Selma affirme que le vide laissé par Albert est toujours béant et qu'ils n'ont jamais réussi à le combler jusqu'à présent, et demande finalement carrément à Oran s'il aimerait rejoindre leur groupe. Oran lui dit qu'il est honoré mais répond qu'un groupe n'a pas besoin de deux enchanteurs, surtout si l'un de ces enchanteurs est le meilleur sorcier du continent. Selma rougit mais répond qu'elle ne voulait pas dire en tant qu'enchanteur, mais en tant qu'épéiste. Cela le prend au dépourvu, mais Selma lui dit qu'elle l'observera aujourd'hui et verra quelles compétences il a en tant qu'épéiste. Bientôt, ils se séparent tous en leur propre groupe,
et Oran reste seul avec les 3 nouveaux qu'il est censé surveiller. Carol demande pourquoi ils se séparent autant, car elle n'aime vraiment pas l'idée de se perdre dans le labyrinthe de ces grottes. Oran rit, affirmant que c'est un bon exercice pour eux, car souvent un groupe doit se séparer pour vérifier plusieurs passages en même temps et trouver celui qui mène à la salle du boss. C'est pourquoi les clans avec beaucoup de membres, comme les lapins du ciel nocturne, sont toujours avantagés, car ils peuvent vérifier tout le système de grotte très rapidement. Logan affirme qu'Oran est allé à l'étage le plus profond que quiconque ait jamais vu, donc il ne devrait avoir aucun problème ici, tandis que Selma et Carol l'entourent, demandant à quoi ressemble le donjon au niveau plus profond et quel genre de monstre on peut y voir. Oran répond que les étages profonds commencent vers le niveau 72, et l'écosystème change et devient une montagne enneigée accidentée avec des blizzards et des tempêtes de neige fréquents et des lézards de glace qui se cachent dans l'obscurité attendant que vous vous endormiez. Sur ce, Oran leur dit de se concentrer sur la tâche à accomplir, car il ne veut pas qu'ils paniquent à ce stade, et ils s'enfoncent plus profondément dans le donjon. La grotte entière semble vide, ce qui la rend très étrange, et Logan affirme qu'ils n'ont pas encore vu un seul monstre à cet étage. Il se tourne vers Oran et demande si le 51e étage est généralement comme ça. Oran secoue la tête tandis que le nœud dans son estomac se resserre, et il se demande si son instinct avait raison et s'il y a effectivement quelque chose de très mauvais dans le donjon aujourd'hui. Carol commence à faire du bruit sur le fait qu'elle veut déjà combattre des monstres, quand derrière l'un des rochers, un gobelin bleu émerge. Carol est ravie de voir enfin un monstre et se précipite immédiatement sur lui sans réfléchir. Oran essaie d'arrêter Carol, mais elle était trop partie, alors il utilise rapidement son débuff de réduction d'agilité pour réduire la vitesse du gobelin, ce qui aide Carol à le tuer d'une seule attaque rapide. Elle commence à célébrer, mais Oran lui dit de ne pas se précipiter sur les ennemis sans réfléchir. Il affirme que les gobelins bleus sont très rapides et forts, et qu'elle aurait pu être en danger, ce qui forcerait Logan et Sophia à sortir de leur position et les mettrait également en danger. Carol reconnaît ses erreurs, donc pour adoucir le coup, Oran décide de lui enseigner un style de défense active et explique qu'elle doit se concentrer sur les mouvements de l'ennemi et attaquer au bon moment, ce qui serait juste avant qu'ils ne puissent lancer leur propre attaque. Cela empêchera leur attaque d'avoir lieu et donnera au reste de son groupe un avantage incroyable. Carol écoute cela avec admiration, mais bientôt Logan la pousse de côté et demande également des conseils. Il leur dit de se retourner alors que 2 monstres loups courent vers eux par derrière. Avant même qu'ils ne puissent s'approcher, un piège magique s'active et les empale. Oran dit à Logan qu'il devrait commencer par les sorts de piège, ce qui permettrait à son équipe de se concentrer sur l'ennemi devant eux au lieu de s'inquiéter de ceux qui pourraient les attaquer par derrière. Logan écoute chaque chose avec enthousiasme, car il pense en lui-même qu'il veut devenir un mage exactement comme Oran en tout point. Oran se tourne ensuite vers Sophia et lui dit qu'elle devrait commencer à apprendre à utiliser 2 sorts magiques à la fois. Elle répond que cela semble compliqué, mais Oran promet que ce n'est pas aussi difficile que cela en a l'air et que n'importe qui peut utiliser 2 sorts magiques à la fois avec un peu d'entraînement. Il affirme que les lanceurs de sorts avancés peuvent même utiliser une douzaine de sorts magiques à la fois. Sophia est choquée d'entendre cela et demande pourquoi elle ne peut pas simplement apprendre à utiliser les versions plus puissantes de la magie qu'elle utilise actuellement. Oran explique que l'utilisation d'attaques magiques plus puissantes nécessite du temps pour les traiter et les préparer, ce qui entraîne un temps d'arrêt pendant lequel ils sont complètement vulnérables et ne peuvent rien y faire. Si elle apprend à utiliser plusieurs sorts, elle peut préparer un 2e sort préventivement pendant que son premier sort est sur le point de se déclencher. Ainsi, son temps d'arrêt serait presque nul, et elle n'aurait pas à faire face à une vulnérabilité pendant ses combats. Sur ce, ils parviennent enfin à atteindre la salle du boss, où les guides se rassemblent et disent aux nouveaux de rester à l'arrière et de regarder pendant qu'ils s'occupent du boss. Oran entre dans la salle du boss avec les autres et leur dit de se concentrer sur les attaques, car il essaiera de les soutenir autant que possible. Sur ce, le combat commence, et Oran passe immédiatement à l'offensive en saisissant le moment parfait pour attaquer et tranche les jambes du monstre juste au moment où il s'apprêtait à attaquer, le faisant trébucher en arrière. Avant que le monstre ne puisse reculer et retrouver son équilibre, cependant, Oran avait déjà placé un piège derrière qui crée un mur derrière le boss et l'empêche d'esquiver. Selma utilise immédiatement la magie multilance, créant 5 cercles magiques à la fois et attaque, tandis que le tank bloque l'attaque et l'autre épéiste termine le combat d'un seul coup d'épée. Les nouveaux regardent avec admiration alors que le combat était terminé en un instant. Logan ne peut pas croire la précision avec laquelle ces Zaranks se battent, car il n'y a jamais eu de pas gaspillé et tout était parfait. Sur ce, l'expédition avance, nettoyant un niveau après l'autre et atteignant finalement la salle du boss du niveau 50. Le boss s'avère être un crabe géant avec une carapace presque indestructible. Selma dit à Oran qu'il est le plus fort parmi eux, et s'il peut trancher la pince géante du crabe, les autres peuvent s'en occuper et ils peuvent tous rentrer chez eux pour un festin. Oran sourit et sort son épée, se dirigeant confiant vers le monstre géant, tandis que le tank lui dit de faire attention car la carapace du crabe est censée être incroyablement dure et très difficile à percer. Cependant, Oran ne semble pas s'en soucier, car il saute en l'air et frappe son épée contre l'articulation du crabe, tranchant sans effort sa pince géante,
ce qui supprime la seule menace dont il devait se méfier. Cela fait, Selma et les autres s'occupent facilement du monstre, et tout le monde applaudit alors que l'expédition touche enfin à sa fin et qu'ils se préparent tous à rentrer. Leur célébration est interrompue, cependant, lorsqu'Oran ressent un immense sentiment d'effroi, et soudain la réalité elle-même se brise et le dragon noir émerge de la faille, volant droit vers eux. Le sang d'Oran se glace à la vue du dragon noir, et il crie à tout le monde de fuir, mais il semble être le seul capable de réfléchir, car même les autres guides de rang sont figés sur place à cause de l'immense pression qu'ils ressentent. Les classés, incapables de bouger ou de penser, se demandent « Pourquoi diable cela arrive-t-il ? Pourquoi un véritable monstre les attaque-t-il à des étages de si bas niveau ?» Selma est la seule à pouvoir encore penser un peu, mais même elle est incapable de bouger. Elle réalise qu'elle doit prendre le commandement ici et maintenant pour s'assurer que les recrues échappent à cette monstruosité, mais l'aura immense du dragon semble alourdir l'air, aspirant l'oxygène de l'atmosphère. Tandis que Selma pense à toutes les histoires d'horreur qu'elle a entendues sur le dragon noir, le monstre qui prie sur les aventuriers et les massacre au-delà de toute reconnaissance. Oran commence immédiatement à se creuser la tête pour trouver des idées pour sortir de cette situation mortelle, quand il réalise soudain qu'ils ont déjà vaincu le boss de ce niveau, ce qui signifie que s'ils peuvent atteindre le cristal au fond de cette grotte, ils peuvent se téléporter en sécurité. C'est le seul moyen de sortir de ce pétrin, alors il pense à rallier les autres à ses plans, mais quand il se retourne pour appeler les autres, il réalise qu'ils sont tous plongés dans une transe, incapables de détacher leurs yeux du monstre. Cela dépasse l'effrayant, car les monstres sont naturellement attirés par les grands groupes de personnes, donc le dragon fera de même, et s'ils ne s'éloignent pas immédiatement, ils vont être réduits en cendres sur le champ. Un instant, Oran pense qu'il devrait peut-être simplement tenter de courir vers le cristal, car il peut certainement survivre seul, mais il rejette immédiatement cette pensée, dégoûté par lui-même, et réalise qu'il doit combattre le dragon pour donner aux autres le temps de s'échapper en sécurité. Il décide qu'il ne les trahira en aucun cas et qu'il va vaincre le dragon. Sur ce, il saisit son épée et la dégaine avec une détermination féroce pour sauvegarder les personnes auxquelles il tient. Il crie aux autres guides de se mettre en position, ce qui les sort de leur transe, et Selma reprend aussi ses esprits. Elle ordonne aux autres de prendre une posture défensive pour s'assurer que les recrues soient tenues à l'écart du danger, et immédiatement, les aventuriers de rang se mettent au travail. Le mage crée une barrière magique pour absorber les dégâts de l'attaque du dragon, mais Selma réalise que sa magie n'est pas assez forte pour arrêter l'explosion. Oran, quant à lui, court sans peur vers le dragon, mais lance immédiatement un sort de protection pour renforcer les guides. Heureusement, cela suffit à les sauver d'une mort certaine, mais ils sont profondément secoués, sachant que sans Oran, il serait aujourd'hui un tas de cendres. Oran esquive l'attaque du dragon tout en reculant tactiquement, mais ne donne aucune ouverture au dragon pour charger son attaque. Il dégaine rapidement une petite dague et la lance vers l'œil du monstre. Le dragon ferme immédiatement son propre œil pour éviter de devenir aveugle, mais cela faisait partie du plan d'Oran, qui profite de cette fraction de seconde pour sauter sur le dragon, visant à le décapiter d'un seul coup d'épée. La taille crée une explosion incroyablement forte, répandant poussière et fumée dans toute la grotte, ce qui fait penser au guide qu'il a peut-être vaincu la bête, mais Oran sait que ce n'est pas le cas et garde sa garde. Alors que la poussière se dissipe, le dragon se relève une fois de plus avec un cri de colère, mais complètement indemne. Oran ordonne au guide de couvrir les recrues de tous les côtés et de s'assurer qu'aucun d'eux ne soit blessé à aucun prix. Pendant qu'il distrait le dragon, Selma semble incertaine face à la situation, mais Oran sourit et lui dit de ne pas s'inquiéter, car il a un plan pour gérer cette situation. Il dit aux recrues de tenir bon, et sur ce, il se lance vers le dragon, qui charge immédiatement son souffle de feu et attaque Oran, qui esquive les coups et commence à courir en cercle autour du monstre, essayant de le distraire de son mieux. Selma et les autres sont stupéfaits des compétences et du courage d'Oran, considérant qu'il a décidé de s'occuper du dragon seul. Selma se remet en question, se demandant s'il est sage de laisser Oran affronter seul cette bête mortelle, la même bête qui a tué le puissant héros Albert. Elle réalise qu'à ce stade, elle tient beaucoup à Oran, et cela la détruirait s'il lui arrivait quelque chose. Oran est cependant complètement dans sa zone, esquivant une attaque après l'autre et réussissant même à renvoyer une des attaques du dragon vers lui, rendant la bête sombre encore plus furieuse. Logan et Sophia sont choqués de voir la magie de réflexion, car ils n'ont jamais rien vu de tel auparavant. C'est en effet le cas, car même les meilleurs mages du monde ne peuvent pas accomplir cela, la réflexion magique étant l'un des sorts originaux d'Oran dans son arsenal, qui renvoie toute attaque magique vers l'attaquant avec une force doublée. À son agacement, cependant, les écailles du dragon sont si dures que même après avoir encaissé une telle explosion de feu incroyablement forte, il se tient toujours debout, complètement indemne. Il réalise qu'il n'a plus d'option et qu'il va devoir prendre des risques maintenant. Il utilise rapidement une amélioration de statut multicast, créant 6 cercles magiques d'un coup et augmentant son potentiel. Selma est impressionnée de voir cela, car même les mages de haut niveau ont du mal à utiliser le multicast pour plus de 3 cercles magiques, mais Oran en a utilisé 6 sans sourciller.
Elle se demande si elle devrait aider, car même après avoir augmenté ses propres stats, Oran ne serait pas assez fort pour affronter le monstre. Avant qu'elle ne puisse prendre une décision, Oran utilise un second sort d'amélioration globale sur lui-même avant d'en utiliser encore un autre. Au total, il multiplie et double ses propres stats 6 fois différentes, laissant les guides sans voix, car c'est supposé être totalement impossible pour quiconque de faire cela. Oran commence à briller comme un Super Saiyan, avec des éclairs entourant son corps et tout. Le dragon ne semble pas savoir ce qui est arrivé à Freezer entre les mains des Saiyans, cependant, donc il continue d'essayer d'attaquer Oran avec un coup de queue, mais Oran disparaît et apparaît accroché à la corniche si rapidement que Selma a eu l'impression qu'il s'était téléporté là. Selma est laissée tremblante alors qu'elle réalise le vrai potentiel d'Oran, qui a dépassé le niveau de tout mage de soutien de l'histoire et réinvente littéralement la manière dont on perçoit la magie. Utilisant un sort original après l'autre, Oran retombe au sol, mais du sang commence à couler de son nez. Il sait qu'il a augmenté ses stats au-delà du potentiel humain, mais son corps est toujours celui d'un humain, et il ne peut pas supporter la tension que ses stats imposent à son corps. De plus, son mana s'épuise très rapidement, puisqu'il utilise essentiellement 32 sorts à la fois, dont la charge est trop grande pour tout lanceur de sorts de soutenir longtemps. Il sait que sa seule chance de gagner est de tout donner et de terminer ce combat le plus rapidement possible, alors il court vers le dragon, esquive ses attaques, et saute pour attaquer par-dessus. Le dragon s'en rend compte et essaie immédiatement de le frapper avec sa queue, mais Oran n'est pas un idiot et réussit à créer un bloc de mana sur lequel il peut se tenir, faisant rater son attaque au dragon. Logan est choqué et se demande si c'est un autre de ses sorts originaux. Oran utilise ce sort spécial appelé Convergence magique, qui peut drainer le mana de l'environnement et le concentrer sur une petite zone. Oliver a la même capacité, mais il l'utilise entièrement de manière offensive et laisse la défense à Oran à chaque fois. Il se rue à nouveau sur le dragon et augmente la netteté de son épée avant de tailler à nouveau le dragon. Cette fois, il réussit et parvient à porter un coup dévastateur au cou du dragon, tranchant à travers son épaisse armure et endommageant le corps sous toutes les écailles. Le dragon s'effondre avec un bruit sourd, tandis que Logan et Sophia célèbrent, pensant que la bête sombre est vaincue pour de bon. Selma sait qu'il ne faut pas penser cela et réalise que le dragon est probablement juste un peu blessé, mais Oran semble être à ses limites alors qu'il trébuche sur le sol, essayant de retrouver son équilibre et de poursuivre son attaque pour ne pas donner au dragon une chance de récupérer. Elle veut se joindre à lui et aider Oran, mais elle sait que les membres les plus forts de leur clan ensemble n'ont pas pu porter un seul coup au dragon, alors que diable pourra-t-elle faire? Le dragon se redresse une fois de plus et utilise son souffle de feu pour créer une distance entre lui et Oran avant de canaliser un tas de magie noire autour de lui et de tirer une barrage de lances magiques sur Oran, qui essaie d'utiliser sa vitesse pour en éviter la plupart. Oran pense au jour où tout était coloré et heureux, quand il jouait dans les rues avec Oliver sans souci du monde, mais un jour tout a changé lorsque des bandits ont attaqué leur village et ont détruit tout et tous ceux qui leur étaient chers. Ils ont été laissés impuissants et n'ont pu rien faire d'autre que pleurer sur leur situation tandis que le monde autour d'eux brûlait. Le lendemain matin, ils ont enterré chaque personne qu'ils ont pu trouver, et tous deux ont juré de devenir plus forts chaque jour et d'atteindre un point où ils pourraient protéger les personnes et les choses qui leur étaient chères, afin que rien ni personne ne puisse jamais leur voler à nouveau. Oran utilise ses souvenirs pour l'alimenter alors qu'il sort de la poussière directement vers le dragon, refusant de céder face à une mort certaine. Le dragon commence à charger son attaque la plus forte, qui a tué tant d'aventuriers jusqu'à présent qu'elle est considérée comme la mort en personne. Oran se prépare, et alors que le dragon tire les lances magiques sur lui, il esquisse des mouvements d'esquive entre elles, les lances le manquant de quelques centimètres, mais il continue de foncer et tire une boule de feu magique comme distraction avant d'essayer de trancher la tête du dragon. À son horreur, le coup d'épée échoue alors que les écailles du dragon durcissent comme un bouclier indestructible. Il recule rapidement et esquive la plupart des lances magiques avant de créer un mur devant lui pour se protéger. Le dragon change son schéma et courbe une des lances pour attaquer par derrière, et cela aurait probablement tué n'importe qui d'autre, mais Oran utilise ses réflexes divins pour dévier la lance loin de lui, sauvant sa vie. Il poursuit l'attaque, esquivant et attaquant le dragon, s'assurant de ne laisser aucun espace au dragon pour attaquer les recrues. Il pense à comment il avait auparavant une équipe pour combattre avec lui et ils avaient tous des rôles séparés, mais maintenant il est le seul ici. Il repousse ses pensées en se rappelant qu'il a juré de vaincre le dragon tout seul et de devenir un aventurier qui n'a besoin d'aucun groupe pour survivre dans n'importe quel donjon. Sur ce, il met en place une carte piège qui continue de bombarder le dragon avec une précision inflexible, lui donnant le temps de charger son attaque de convergence magique dans son épée, tout comme l'attaque ultime d'Oliver, avec la différence que sa lame est toute noire, mais comme nous le savons tous, une fois que vous passez au noir, vous ne revenez pas en arrière. Il charge l'attaque et la vise sur le dragon de toutes ses forces, tranchant à travers l'attaque du dragon et le frappant en plein dans la poitrine. Avant qu'il ne puisse célébrer, cependant, le dragon se relève à nouveau et passe à l'offensive, forçant Oran à fuir et à esquiver les attaques les unes après les autres. Ses améliorations commencent à s'estomper,
Alors il utilise le peu de mana qu'il lui reste pour augmenter à nouveau ses stats et attaque le dragon avec un coup puissant, qui le fait tomber du ciel, mais encore une fois, le dragon survit et se relève. Horan respire fort alors qu'il réalise que le dragon et lui-même sont à bout de force. Même son épée se brise en petits morceaux. Il décide alors qu'il va soit y mettre fin avec une attaque totale, soit mourir en essayant. Il invoque un trou noir devant lui et converge toute l'énergie autour d'eux pour créer une épée d'énergie hautement concentrée, qu'il saisit à deux mains et se prépare à combattre. Le dragon tire immédiatement les lances magiques sur Horan, mais Horan utilise la dernière force qui lui reste pour esquiver à travers toutes les attaques tout en utilisant la magie de blocage et de réflexion pour déconcerter le dragon. Finalement, il se propulse à l'aide d'une des magies de réflexion et se projette vers le dragon, utilisant son attaque la plus puissante pour frapper la tête du dragon, créant une énorme explosion, couvrant tout de poussière. Une fois la poussière retombée, Selma trouve Horan toujours en vie, respirant fort alors qu'il s'appuie contre l'épée, ne réalisant pas qu'il vient d'entrer dans l'histoire en étant la première personne à vaincre le dragon noir, et cela, seul. À l'extérieur de la grotte du donjon, une énorme foule s'est rassemblée à la nouvelle du dragon noir. Mais d'une manière ou d'une autre, Luna et les membres de son groupe atteignent l'entrée du donjon, espérant arriver à temps et parvenir d'une manière ou d'une autre à sauver autant de personnes que possible. Luna dit aux badauds de reculer car un dragon noir est en liberté. Mais au moment où elle les traverse, elle s'arrête net à la vue du dragon noir, face à face avec elle. Oliver la suit et a tellement peur qu'il dégaine une épée, prêt à se battre. Mais Luna lui dit de se calmer et de reculer. Elle réalise que quelque chose ne va pas avec le monstre, et au moment où les autres arrivent, il est clair que le dragon noir est déjà mort. Le groupe du héros est choqué par cela. Ils ne peuvent même pas commencer à penser à quel groupe pourrait être assez fort pour vaincre cette bête. Mais ils n'ont pas vraiment à réfléchir longtemps, car Luna remarque Horan qui tient à peine debout, mettant tout son poids sur son épée et ayant l'air complètement amoché. Elle se demande si Horan, avec les autres aventuriers coincés à l'intérieur, a réussi à vaincre la bête. Elle lui dit immédiatement qu'il a besoin de soins, mais Horan lui dit de reculer et de simplement s'occuper du nettoyage. Luna reste sans voix. Elle ne sait pas quoi dire à la personne qu'ils ont exclue du groupe qui pourrait arranger les choses. Son attention se tourne ensuite vers les aventuriers avec lesquels Horan est entré dans la caverne, et elle remarque qu'aucun d'eux n'a la moindre égratignure sur le corps après avoir combattu un monstre aussi insensé. Mais c'est là que le déclic se fait, Horan a vaincu le dragon noir tout seul. Elle n'arrive pas à croire ses pensées, mais il n'y a pas d'autre explication. En passant devant ses anciens coéquipiers, le tank idiot demande à Horan ce qui est arrivé au dragon. Mais Horan l'ignore, tout comme ton crush t'ignore, et continue de marcher. L'imbécile de tank crie à Horan de répondre à la question, mais Luna lui dit de fermer son cul stupide, car il est clair que c'est Horan qui a vaincu le dragon. Le tank se fâche contre elle, et comme un incel moyen, il court vers elle. Mais elle utilise simplement sa magie pour le figer sur place et lui aurait botté le cul sans l'intervention d'Oliver, qui leur a dit d'arrêter leur combat pendant qu'il regardait Horan avec colère, furieux d'avoir été éclipsé par lui. Cette nuit-là, Sophia se souvint de tout ce qui s'était passé durant leur expédition de 3 jours pour un rapport. Mais tout ce qu'elle put écrire concernait Horan et à quel point il était cool. Elle se rappela comment il lui avait non seulement appris les bases de la magie et comment être une meilleure joueuse d'équipe, mais aussi lui avait sauvé la vie en s'occupant du légendaire dragon noir, et ce tout seul. Avant qu'elle ne puisse terminer son rapport, cependant, Selma entre dans la pièce, l'air hagard à cause de l'épuisement d'avoir géré tout depuis le matin. Elle se dirige droit vers le lit et s'effondre dessus, prête à dormir. Mais Sophia réussit à l'emmener au bain public pour une séance relaxante, où Selma demande à Sophia ce qu'elle pensait du style de combat d'Horan car elle n'arrive pas à le comprendre. Pour elle, Horan est inconcevablement fort, avec des puits de force sans fond auxquels elle ne pourra jamais se comparer. Mais le point de vue de Sophia était différent à cet égard. Elle explique que, pour elle, on aurait dit qu'Horan avait une maîtrise si solide des bases qu'il est capable d'accomplir des choses légendaires simplement en utilisant son corps et ses compétences de la manière la plus efficace. Elle explique comment Horan a appris à leur groupe à combattre au mieux selon leur rôle, et elle a remarqué exactement les mêmes choses mises en œuvre dans son propre style de combat, à la différence près qu'Horan agissait littéralement comme le mage, le soigneur, le tank et l'épéiste tout à la fois. Cela donne à Selma un aperçu précieux, et elle remercie Sophia pour l'aide. Le lendemain matin, Horan se réveille avec des douleurs car tout son corps lui fait atrocement mal. Il utilise son sort de soulagement de la douleur sur lui-même pour pouvoir au moins marcher et commence à s'habiller quand il aperçoit Selma venir le voir. Il descend la rencontrer au restaurant, où il s'assoit et discute autour d'un café noir. Elle demande à Horan comment il se sent maintenant, et il répond qu'il va bien, ne mentionnant pas le fait qu'il prend un tas d'antidouleurs pour pouvoir faire ne serait-ce que les choses les plus basiques. Soudain, Selma se lève et s'incline profondément, remerciant Horan de lui avoir sauvé la vie ainsi qu'à tous les novices, en s'assurant que l'expédition soit réussie et qu'il n'y ait pas de victimes. Horan lui dit de ne pas s'inquiéter, car c'était un effort d'équipe. Selma lui demande alors s'il peut l'accompagner à la maison de la guilde, car le chef de leur guilde voulait lui parler. Horan accepte,
puisqu'il n'a de toute façon rien de mieux à faire. Ils se rendent tous les deux à la maison de la guilde, où ils trouvent le chef Binoclard confortablement assis sur le canapé. Il va droit au but et demande à Horan s'il voudrait rejoindre les lapins d'argent du ciel nocturne en tant qu'attaquant de première ligne dans leur groupe le plus puissant. De plus, il lui propose également de le nommer lieutenant du clan, afin qu'il puisse mieux guider et gérer les opérations quotidiennes également. Horan est choqué, car être lieutenant signifie beaucoup et est généralement réservé aux membres les plus âgés et généralement fondateurs d'un clan. N'importe qui aurait sauté sur cette opportunité, mais Horan n'est pas tout le monde, alors il demande au Binoclard un peu de temps pour réfléchir à la décision, ce que le Binoclard lui accorde volontiers. En revenant, Horan repense à toute la conversation, car il n'arrive toujours pas à croire que l'un des meilleurs clans du monde veuille qu'il dirige leur meilleur groupe et soit aussi l'un des chefs du clan. Il décide de discuter avec le vieux qui fabrique son armure et lui demande son avis. Horan a toujours peur d'être utilisé et rejeté comme ses anciens coéquipiers l'ont fait. Mais le vieil homme rit simplement et lui dit de ne pas être si émotif tout le temps. Ils discutent encore un peu, mais ensuite Horan reçoit un appel pour une réunion de la guilde des aventuriers, alors il s'y rend et trouve les membres de la guilde déjà assis pour un comité d'enquête. Il prend place quand le maître de guilde demande à Horan s'il est vrai que le dragon noir est apparu au 50e étage où il a été contraint de le combattre seul. Horan acquiesce, mais Derrick ouvre son énorme trou et prétend qu'il l'avait déjà affaibli, ce qui a fait fuir le dragon, et qu'Horan a simplement réussi à porter le coup fatal et s'est attribué la mise à mort. Annie parle aussi entre-temps, prétendant qu'il devrait être reconnaissant qu'il lui ait sauvé la vie et les rendu célèbres du jour au lendemain. Horan les regarde simplement et leur dit de fermer leur bouche stupide, ce qui fait que Derrick se lève avec colère. Mais c'est tout ce qu'il peut faire, car Luna lui dit de s'asseoir immédiatement. Horan passe alors à l'offensive et se tourne vers Oliver, demandant pourquoi diable il est allé directement au 92e étage après avoir engagé un nouvel enchanteur pour leur groupe. Il demande si Oliver est devenu trop arrogant et confiant simplement parce qu'ils ont été à cet étage plusieurs fois. Horan continue qu'il avait averti à plusieurs reprises qu'il n'était pas assez fort, car il réussissait toujours de justesse à passer ce niveau, et c'est pourquoi il voulait s'entraîner davantage avant de passer à l'étage supérieur. Il prétend qu'il y a aussi eu des moments où ils ont failli perdre un de leurs coéquipiers, ce qui aurait dû apprendre à quiconque avec un cerveau que leur chance s'épuiserait un jour ou l'autre. Oliver se contente de sourire avec suffisance et répond qu'ils étaient faibles à cause de lui, c'est pourquoi ils réussissaient à peine la salle, c'est pour ça qu'ils ont engagé un nouvel enchanteur. Il prétend qu'avec un enchanteur ayant de meilleures compétences, il a supposé qu'il pourrait aller plus loin. Horan déclare qu'à ce stade, il n'est même plus en colère d'avoir été viré. Ce qui l'énerve, c'est le fait qu'Oliver n'accorde pas aux enchanteurs le respect qu'ils méritent vraiment. Oliver prétend qu'être enchanteur est super facile, car ils doivent s'asseoir derrière en sécurité et simplement s'assurer que les buffs ne s'épuisent pas sur leurs coéquipiers. Avec colère, Horan se lève et leur indique à tous les moments exacts où leur buff s'épuise. Il déclare que chaque personne a un minuteur de buff différent, et l'enchanteur doit se souvenir de chacun d'eux pour pouvoir les lancer à temps, tout en donnant des ordres et en analysant la bataille. Pendant que tout cela se passe, Selma est assise dehors dans le jardin, réfléchissant à tout ce qui s'est passé durant l'expédition. Elle aimerait avoir quelqu'un comme Horan dans son groupe, mais se demande si Horan voudrait même des coéquipiers après ce qui lui est arrivé avec son précédent groupe. De plus, a-t-il même besoin de coéquipiers à ce stade, car c'est une armée à lui tout seul qui peut tout gérer? Elle se souvient du moment pendant le combat contre le dragon noir où elle a essayé de lui donner des buffs, mais il lui a dit de ne rien faire, car cela le déstabiliserait. Cela lui a fait penser que même s'il rejoignait leur groupe, elle ne ferait que le ralentir. Avant qu'elle ne puisse s'enfoncer davantage dans ses pensées, Sophia, Logan et Carol arrivent en courant vers elle, demandant où est Horan, car ils veulent lui parler pour rejoindre la guilde. Selma soupire, déclarant qu'elle doute qu'Horan ait besoin d'une équipe, car ils vont tous le ralentir de toute façon. Logan et les autres déclarent qu'ils le savent déjà. Mais un jour, en combattant à ses côtés, ils deviendront lentement plus forts, et il devra finalement les reconnaître comme des camarades. Selma n'avait pas envisagé les choses sous cet angle et réalise que les enfants ont raison, et qu'elle peut simplement apprendre d'Horan et s'améliorer aussi. Elle leur dit qu'ils peuvent le trouver à la maison de la guilde, et ils partent immédiatement en courant pour l'y trouver. À la maison de la guilde, Horan sort enfin tandis que le maître de guilde décide de la pénalité pour la participation forcée. En tournant dans les rues animées, il aperçoit Sophia et la bande courant vers lui, et il sait immédiatement ce qu'ils veulent. Il se faufile rapidement dans une ruelle voisine et continue de courir pendant qu'ils le suivent, criant qu'ils veulent juste lui parler. Après avoir réussi à s'échapper d'une manière ou d'une autre en sautant sur ses blocs magiques, il parvient à se cacher à l'intérieur de la boutique du vieil homme, qui rit de lui, disant qu'on dirait qu'il a peur d'une bande de gamins. Horan répond qu'il ne veut pas les rendre tristes en disant qu'il ne veut vraiment rejoindre aucun groupe pour le moment. Le vieil homme dit qu'il sait qu'Horan cherche toujours un endroit où il peut avoir sa place, mais il n'a pas à le faire tout seul. Cette nuit-là, Horan monte sur une falaise pour être seul et réfléchir à ce que le vieil homme lui a dit, quand il tombe soudain sur Sophia, qui dit que c'est son endroit préféré, car d'ici elle peut voir la lune très clairement.
Elle s'incline et remercie Oran d'avoir sauvé leur vie l'autre jour, puis demande à Oran de rejoindre les lapins d'argent du ciel nocturne avec eux, car elle veut travailler avec lui encore plus. Oran ne lui répond pas, mais lui demande quel genre d'endroit est la guilde pour elle. Elle réfléchit un instant avant de répondre que la guilde lui a donné tellement de bons souvenirs que c'est chez elle, c'est là qu'est sa place. Cela touche Oran, et il prend immédiatement sa décision. Le lendemain matin, il va rencontrer le chef des lapins d'argent du ciel nocturne et dit au binoclard qu'il aimerait accepter son offre de rejoindre la guilde. Selma se cachait derrière quelque chose, je suppose, car elle sort immédiatement et le félicite tout en lui donnant l'uniforme. Sur ce, il sort et trouve Sophia et les autres courant vers lui à bout de souffle, désireux de savoir s'il a vraiment accepté le poste. Oran sourit simplement, déclarant qu'il a hâte de vivre plus d'aventures avec eux. Une nuit après cela, il rêve de l'époque de son enfance où il se battait avec Oliver, tandis que les gens essayant de les former pour devenir des héros les surveillent d'un œil perçant, remarquant chaque mouvement. Oliver semble très tendu alors qu'il donne tout contre son meilleur ami, tandis qu'Oran prend toujours les choses à la légère mais finit par être désarmé. Il sourit et s'allonge par terre avec un bruit sourd, déclarant qu'Oliver est trop fort et qu'il ne peut pas le vaincre. Oliver répond avec colère qu'il sait qu'Oran est bien plus fort que cela et qu'il le battait toujours avant. Oran prétend qu'il n'est plus aussi fort maintenant et qu'Olivier l'a dépassé depuis longtemps. Oliver n'est toujours pas satisfait, mais il ne peut rien y faire. Alors il regarde Oran avec colère dans les yeux, mais par sans dire un mot de plus. Oran reste au sol quand une fille aux cheveux argentés nommée Sion, qui était l'amie d'Oran, se précipite vers lui et lui demande s'il va bien. Oran sourit en se levant, répondant qu'il va parfaitement bien, mais dit que c'est embarrassant pour lui qu'elle l'ait vu se faire battre comme ça. Elle répond qu'elle pense qu'il s'est battu héroïquement et qu'il avait l'air très cool en le faisant. De plus, elle prétend qu'elle sait déjà ce qu'Oran peut faire s'il révèle sa vraie force. Mais Oran dit qu'il ne peut plus vraiment faire ça maintenant, car son cœur est faible et son corps n'en peut plus. Sion, cependant, promet qu'elle l'aidera à y faire face un jour. Mais tout comme les fichiers Epstein, ses paroles sont effacées de sa mémoire, et il ne peut pas vraiment se souvenir de quoi elle parlait exactement, comment ils étaient tous les deux liés, ce qu'ils avaient promis d'accomplir ensemble, et où elle a disparu. De l'autre côté du royaume, cependant, Sion est toujours en vie et fait maintenant partie d'un culte, où elle dirige un groupe de 3 personnes alors qu'il taille en pièces une collaboration de 5 groupes d'aventuriers puissants simplement parce qu'ils n'appartenaient pas à leur faction sectaire. Après que chaque aventurier ait été tué, ils décidèrent d'avancer. Mais soudain, un homme en robe blanche apparaît devant elle et lui dit que les chefs du culte viennent de recevoir la nouvelle qu'un inconnu dans le royaume du Nord a vaincu le dragon noir tout seul, et Sion a reçu l'ordre d'aller enquêter sur cette personne. Elle doit essayer de le faire entrer dans leur culte, mais si le gars refuse, ils doivent le tuer immédiatement. Sion y réfléchit et réalise que ça ne peut pas être Oliver, car il est trop célèbre pour être appelé un inconnu, et se demande qui ça pourrait être. Mais cela n'a pas vraiment d'importance pour elle, car s'il s'oppose à leur culte, elle le tuera sur le champ. Sur ce, elle et son groupe commencent à se diriger vers le royaume du Nord, ne sachant pas que la personne qu'elle cherche à tuer n'est autre que son ami d'enfance, Oran. La petite peste aux cheveux roses de son groupe prétend que le royaume du Nord est toujours contrôlé par l'Église, donc ils devront être très prudents sur ce qu'ils font, car s'ils sont découverts, ils seront très probablement attrapés et jetés dans les donjons. Sion convient qu'ils doivent rester discrets et agir sous couverture. Mais en même temps, elle a une sensation étrange à propos de cette mission et espère que tout cela sera bientôt fini, car elle ne veut pas aller dans cette partie du royaume. Il s'avère qu'elle a été amoureuse d'Oran pendant toute son enfance et a été amenée à croire que les vieillards de l'église l'avaient tellement stressé qu'il s'était suicidé. Le jour où elle a appris cette nouvelle, son cœur s'est glacé alors qu'elle pensait à toutes les promesses qu'elle lui avait faites sur la façon dont ils seraient toujours ensemble et comment elle se battrait toujours à ses côtés. Elle a pleuré à chaudes larmes ce jour-là jusqu'à ce que son sang se glace d'une rage bouillante, et elle n'a plus jamais été la même. Depuis ce jour, elle a décidé qu'elle œuvrerait à la destruction de l'église et de ces gens qui ont conduit Oran à la mort. Pendant ce temps, Oran participe à une réunion avec tous les membres seniors des lapins d'argent du ciel nocturne, où le binoclard, le chef à lunettes, présente Oran à tout le monde, déclarant qu'il était une raison clé du succès de leur expédition. Et de plus, il est la seule raison pour laquelle tous ces novices et même les guides qui les accompagnaient ont survécu, car il a terrassé le dragon noir tout seul. Le binoclard dit aux autres qu'il croit aux capacités d'Oran et qu'il l'élève au rang de lieutenant pour combler le poste de leur héros bien-aimé Albert, mort l'année dernière en combattant le même dragon. Il déclare que si quelqu'un a des problèmes avec cela, il peut parler maintenant. Alors un vieil homme prend la parole, disant qu'il n'a aucun problème à ce qu'Oran devienne l'un des chefs du groupe, mais demande si Oran sait ce que cela signifie et s'il croit avoir la capacité de prendre les bonnes décisions. Car une fois qu'il deviendra lieutenant, il ne sera pas seulement responsable de sa propre vie, mais aussi de la vie des personnes qui travaillent avec lui. Il déclare que beaucoup de vies sont attachées à ce clan, donc toute décision qu'il prendra affectera le clan tout entier. Et pour beaucoup de membres du clan, la seule chose qu'ils ont dans la vie, c'est le clan lui-même. Il est donc de leur devoir de toujours penser aux bénéfices du clan,
même s'ils doivent même faire face à des difficultés dans le processus. Horan se souvient de la promesse faite à Sion, et un tas de souvenirs douloureux lui reviennent en tête, ce qui lui fait réaliser qu'il ne peut pas faire du clan toute sa vie. Il répond honnêtement et dit au vieil idiot qu'il a une vie, contrairement à beaucoup d'entre eux, ce qui fait qu'il ne peut pas tout consacrer au clan. Chaque membre de la réunion est choqué, et même Selma ne s'y attendait pas. Le vieil homme s'emporte, demandant s'il sait que la déclaration qu'il vient de faire le rend inéligible pour être ne serait-ce qu'un membre du clan, encore moins lieutenant. Il demande ce qu'il fait ici, et Horan répond qu'il est ici parce qu'il sait qu'il protégera tous ceux qui comptent pour lui. Selma réalise qu'Horan ne se soucie pas vraiment du clan lui-même, mais veut protéger les membres à l'intérieur. Le vieil homme est toujours confus, alors Horan lui explique clairement, déclarant qu'il fera tout ce qu'il peut pour protéger ses camarades, mais c'est tout ce qu'il peut promettre, ni plus, ni moins. Le vieil homme se calme enfin, et le binoclard organise un vote pour les personnes qui n'ont aucun problème avec le fait qu'Horan devienne lieutenant. C'est une victoire écrasante pour Horan, qui devient ainsi l'un des célèbres lieutenants des lapins d'argent du ciel nocturne. Selma l'emmène dans le couloir pour le présenter à la première unité, dont il fera partie. Mais avant qu'il puisse y arriver, une fille interpelle Selma par derrière, disant qu'elle veut parler au nouveau lieutenant. Selma sourit et présente la fille comme Stella, qui est à la division gestion. Stella demande à Horan s'il est bon pour enseigner aux autres et dit qu'il y a un nouveau groupe qu'elle aimerait qu'il aide. Selma dit qu'elle pense que c'est une bonne idée, mais Horan demande si cela ne posera pas de problème avec l'unité 1. Mais Selma lui dit de ne pas s'inquiéter, car il aura beaucoup plus de temps libre qu'il n'en avait quand il était dans le groupe des héros. Stella dit qu'elle lui enverra les documents présentant ce groupe et se dépêche de partir. Selma le conduit dans l'une des salles, où il rencontre enfin la première unité. Ils s'assoient tous autour d'une table, et la fille aux cheveux bleus se présente d'abord comme Rin, la mage du groupe. Horan remarque que même si elle est la plus âgée du groupe, elle n'a pas vraiment de quoi le montrer. Rin devient gênée, mais la blonde prend le relais, disant que son nom est Otis et qu'elle est soigneuse. Le dernier membre est le grand gars aux cheveux argentés, qui doit probablement plaire à toutes les filles, nommé Wilk, qui est le défenseur du groupe et aime agir comme un tank défensif. Enfin, Horan tourne son attention vers Selma, qui se présente une fois de plus formellement comme l'enchanteresse et la chef du groupe. Horan réalise que désormais, ce seront ses camarades d'armes, qui seront prêts à se battre pour lui et à mourir pour lui si nécessaire. Par formalité, il se lève aussi et se présente comme Horan, l'attaquant de première ligne de ce groupe. Wilk sourit, disant que depuis qu'ils ont perdu Albert, il remplissait ce rôle, mais il n'est pas bon dans ce rôle. Selma lui dit de ne pas faire autant de manières et de se détendre. Mais avant même qu'il ne puisse s'asseoir, Wilk lui demande comment il a tué le dragon noir. Selma remarque qu'Horan n'était pas complètement à l'aise, alors elle lui dit qu'il n'est pas obligé de répondre s'il ne veut pas. Mais Horan dit qu'il devrait partager l'information avec les membres de son groupe pour qu'ils soient sur la même longueur d'onde. Horan commence l'explication et déclare que la principale raison pour laquelle il a pu s'occuper du dragon tout seul est due à 2 sorts originaux qu'il a créés. Rin est choqué d'apprendre qu'Horan a créé des sorts originaux. Mais il continue que son premier sort original s'appelle Impact, qui peut multiplier par 100 l'effet de n'importe quel équipement ou magie. Et le deuxième sort peut être lancé plusieurs fois pour booster l'effet de la magie de soutien et de tous les buffs en général. Il révèle que pendant le combat contre le dragon, il a multiplié ses propres buffs par 32 fois, ce qui choque Rin et Otis, qui disent que ce sort lui donnerait un énorme avantage sur pratiquement n'importe qui. Il déclare qu'il ne peut utiliser ce sort que sur lui-même, cependant, et que le stress sur l'utilisateur est si élevé qu'il ne peut pas le maintenir très longtemps. Il se souvient que même le combat contre le dragon noir a duré un peu trop longtemps, et qu'à la fin, il était vraiment en mauvais état. Otis demande que s'il est si fort, cela doit signifier qu'il peut fondamentalement remplir n'importe quel rôle. Mais Horan révèle qu'il ne peut utiliser que de la magie de rang moyen, peu importe ses efforts. Cela les surprend tous, et Selma demande comment c'est possible, puisqu'il en sait clairement assez sur la magie pour créer ses propres sorts. Horan baisse les yeux, disant que lui-même ne sait pas pourquoi il ne peut pas utiliser la magie avancée. Mais quoi qu'il en soit, ses sorts originaux couvrent cette faille, ce qui fait qu'il n'est pas complètement inutile. Selma déclare qu'elle compte sur le fait qu'ils descendent tous très bientôt dans le donjon, afin de pouvoir s'entraîner à travailler en équipe et à prendre leur marque. Mais Horan dit qu'avant de faire cela, il doit se procurer une épée. Rin est surprise qu'il n'ait pas encore commandé une nouvelle épée et dit que cela prendrait plusieurs jours pour fabriquer une nouvelle épée. Mais Horan dit qu'il utilise simplement une épée standard, donc il peut simplement entrer dans un magasin et en acheter une. Ils sont tous choqués par cette nouvelle, car les aventuriers débutants utilisent des armes comme celle-ci, et ils n'arrivent pas à croire que le tueur de dragons en utilise une au lieu d'une pièce sur mesure. Ils l'entraînent chez le forgeron qui fabrique toutes les armes pour leur clan. Mais le forgeron dit que pour une personne du calibre d'Horan, il devrait obtenir un objet des couches les plus profondes des donjons. Mais Horan lui dit de ne pas s'inquiéter et produit un tas d'artefacts qu'il a obtenus dans les donjons profonds, y compris l'écaille du dragon noir. Immédiatement, tout le groupe se fige, et Horan réalise qu'il a fait une erreur en rouvrant une vieille blessure.
Il aurait dû se souvenir qu'ils avaient été vaincus par ce même dragon et avaient perdu des membres très chers dans le processus. Il essaie de s'excuser, mais Rin se remet de son SSPT et dit à Oran que l'écaille du dragon noir ferait une épée digne d'être maniée par le tueur de dragons lui-même. Quelques jours passent, et Selma organise une réunion d'équipe un matin pour parler d'une quête qui leur a été confiée. Tout le monde s'assoit à sa place, mais Oran trouve toujours cela étrange, car il se retrouve une fois de plus dans un groupe avec lequel il va bientôt retourner explorer les donjons. Cela faisait si longtemps qu'il avait décidé de faire cavalier seul qu'il en avait complètement oublié cette sensation. Selma commence la réunion en révélant que la division de gestion des aventures leur a confié la tâche de collecter de la toison de moutons nocifs, et qu'ils se dirigeront vers le 86e étage pour également pratiquer leur esprit d'équipe. Oran se jure à lui-même qu'il fera en sorte que ce groupe dépasse le 94e niveau afin qu'ils puissent fièrement se considérer comme égaux au groupe du héros. Un peu plus tard, ils entrent enfin dans le 86e étage, qui fait partie des donjons inférieurs, mais le magnifique paysage rend tout si joli que les aventuriers se sentent plus détendus, et c'est pourquoi ce niveau est si dangereux, et ils ne peuvent pas baisser leur garde. Selma leur dit de ne pas se laisser distraire par le paysage, car il y a beaucoup de dragons de terre à ce niveau et ils peuvent être une menace à gérer. Quoi qu'il en soit, leur objectif principal ici est de pratiquer leur travail d'équipe avec Oran. Selma établit les rôles de base, déclarant que le travail de Wilk sera d'attirer l'attention du monstre aussi longtemps que possible, pendant que Rin attaquera par l'arrière avec sa magie explosive. Otis se joindra à l'attaque, en s'assurant que toute sa magie de guérison est prête à être utilisée à tout moment. Selma elle-même s'assurera que tout le monde est boosté en permanence, et c'est elle qui donnera tous les ordres, tandis qu'Oran sera leur atout et l'attaquant qui prendra les devants et infligera le plus de dégâts aux monstres. Otis se tourne vers Oran et déclare qu'il est probablement assez fort pour s'occuper de tous les monstres tout seul, et même Wilk est d'accord avec cela, se demandant s'il ne ferait que le gêner. Selma se tourne vers Oran, déclarant que s'il pense qu'il ferait mieux d'attaquer seul, elle n'y voit aucun inconvénient non plus, mais Oran répond immédiatement qu'il fait partie de cette équipe et qu'il suivra tous ses ordres. De plus, leur objectif principal aujourd'hui est d'apprendre à fonctionner correctement en équipe. Pour cela, ils devront travailler en équipe et synergiser les uns avec les autres. Selma réalise qu'Oran a raison et qu'elle a fait une suggestion très stupide, mais avant qu'elle puisse se vider l'esprit, une énorme boule de feu est tirée dans leur direction. Selma était complètement dans la lune à ce moment-là et ne bouge même pas, mais Oran est trop rapide et esquive immédiatement avant d'utiliser son mur défensif pour sauver tous ses coéquipiers en même temps. Il réalise immédiatement que c'est l'œuvre d'un dragon de terre, mais il n'y en a aucun en vue, ce qui signifie qu'ils vont devoir le trouver en premier. Otis s'avance et dit à Oran de ne pas s'inquiéter, car elle va s'en occuper, elle a une capacité spéciale appelée traque magique. Cela l'aide à trianguler l'emplacement exact de ses ennemis simplement en se basant sur l'aura magique restant dans la zone qui a été attaquée. Elle commence à scanner la zone et trouve rapidement l'ennemi caché derrière un tas de buissons. Elle utilise une de ses capacités de type pistolet de signalisation, qui attire le monstre dehors, pendant que Wilk se prépare à faire sa part. Le monstre commence à courir vers eux, et Wilk court également vers lui, tandis que Selma sourit et déclare qu'il est bon qu'Oran puisse voir la puissance de leur équipe. Wilk se précipite vers la bête pendant que Rin charge son attaque magique. Le monstre tire une autre boule de feu sur Wilk, mais cette fois-ci, il est prêt et tranche la boule de feu en deux sans aucun problème. Le monstre tire plus de jets de feu sur Wilk, mais ils sont inutiles, car Wilk les coupe simplement en deux ou les esquive, s'échappant sans aucun dommage. Après avoir attiré le monstre dans la bonne position, Wilk se retire pendant que Rin utilise une de ses cartes de piège et anéantit le monstre avec sa magie d'explosion. Même Oran est surpris, car ils ont parfaitement travaillé ensemble et ont eu facilement raison du dragon. Oran regarde Wilk et sa lance géante, réalisant qu'il ne se contentait pas de dévier les attaques. Il les annulait également, annulant complètement la magie à l'intérieur. De plus, Rin a utilisé une compétence magique de grade spécial comme l'explosion nucléaire avec une telle facilité et rapidité que le monstre n'a même pas eu le temps de réagir. N'importe quel lanceur de sorts aurait mis 2 fois plus de temps à lancer la même attaque. Otis était également incroyable. Avec sa capacité à traquer les ennemis, il n'y a aucune vraie chance qu'il puisse être pris par surprise par les opposants de sitôt. Et Selma est celle qui les lie tous ensemble, formant l'un des meilleurs groupes les plus synchronisés qu'il ait jamais vu. Oran dit à Selma en face qu'il est impressionné par tout le monde dans leur unité, ce qui la fait rougir, mais avant qu'elle puisse répondre, un rugissement fort attire leur attention, et ils se retournent pour voir 2 autres dragons de terre qui se sont réveillés de leur sommeil et sont impatients de se battre. Selma déclare que c'est parfait, car maintenant ils peuvent vraiment pratiquer leur travail d'équipe. Wilk et Oran se préparent tous les deux pour l'attaque et se précipitent sur les dragons à pleine vitesse, mais Oran s'arrête au milieu et se retourne, sentant que quelque chose ne va pas, et utilise son sort de magie de flèche de roche pour tirer dans ce qui semblait être un champ vide. Il s'avère que son intuition était correcte, car un monstre tortue magique se cachait à proximité et se dirigeait lentement vers Selma et les filles pour leur tendre une embuscade par derrière. L'intervention d'Oran les sauve d'un désastre, mais la situation n'est pas meilleure non plus,
car ils sont maintenant piégés entre les deux dragons de terre et le monstre tortue cuirassé. Selma prend immédiatement le commandement, déclarant que le monstre tortue a une carapace incroyablement solide mais est très lent, ce qui en fait une cible de choix pour les lanceurs de sorts. Elle dit à Rhin et Otis de s'occuper de la tortue, pendant que Wilk et Oran sont censés s'occuper des dragons de terre sans avoir à s'inquiéter que la tortue ne les attaque jamais. Oran semble apprécier énormément cela, car les directives et les décisions de Selma ont été nettes et précises, faisant d'elle quelqu'un en qui ils peuvent avoir confiance et qu'ils peuvent suivre. Les dragons commencent à courir vers Oran, tirant leurs boules de feu sur lui, mais Wilk se tient entre eux, agissant comme un mur impénétrable alors qu'il traverse les boules de feu et les distrait, pendant qu'Oran décide de les prendre par le côté pour obtenir un meilleur angle. Oran réalise que ce groupe fonctionne exactement comme il voulait que le groupe du héros fonctionne, mais ils étaient tous trop paresseux pour suivre les ordres. Il se met en position et utilise ses propres boosts magiques pour renforcer sa puissance et sa force et attend les ordres. Selma lui dit d'attendre 5 secondes pour que les dragons puissent se déplacer et ensuite attaquer simultanément avec Wilk. Oran attend le bon moment pendant que Wilk attire une attaque des dragons de roche puis saute en arrière, tandis qu'Oran utilise son attaque de trancheur d'air pour trancher les dragons en deux, les tuant immédiatement. Pendant ce temps, les filles ensemble ont réussi à frapper la tortue avec une attaque de foudre, suivie d'un jet de feu puis d'un champ de glace, ce qui détruit complètement la tortue, donnant au groupe une autre victoire. Après ce combat parfaitement exécuté, ils commencent à marcher à travers les champs, et Oran déclare que cela faisait vraiment longtemps qu'un combat n'avait pas été aussi facile pour lui, car il doit habituellement faire beaucoup plus de travail à chaque fois qu'ils combattent. Selma s'arrête et demande sérieusement à Oran si, à son avis, il pense qu'ils sont tous prêts en tant qu'équipe pour affronter le niveau 92. Oran répond qu'il pense qu'ils sont plus que prêts pour ce niveau et déclare qu'il pense qu'ils peuvent tous vaincre le dragon noir sans lui aussi, s'ils gardent leur sang-froid. Selma, cependant, a vu le dragon noir de ses propres yeux au combat très récemment lors de l'expédition pédagogique et sait que le dragon est incroyablement fort, et elle ne veut perdre personne d'autre au combat. Au moment où le soleil commence à se coucher, ils ont terminé leur mission et ont réussi à collecter les peaux de moutons nocifs, plus qu'assez pour qualifier la mission de succès complet. Oran demande alors à Selma si elle peut lui dire où il peut trouver le bureau de gestion des aventures, car il a été convoqué par eux, et Selma lui dit de ne pas s'inquiéter, car elle l'accompagnera puisqu'elle doit également signaler le succès de la mission. Oran la remercie, et ce soir-là, ils vont tous célébrer dans un pub, mangeant une nourriture incroyable et parlant de la journée. Quelques verres plus tard, Selma est ivre et commence à faire des avances à Oran, qui réalise qu'il ne pourra pas se retenir si elle continue comme ça. Mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, Rhin apparaît également à côté de lui et commence à lui serrer le bras et à être très proche de lui. Wilk regarde avec intérêt, encourageant Oran, affirmant que c'est un vrai tombeur, mais Oran n'en peut plus, et dès que la clarté d'après-rapport lui vient, il utilise sa magie de sommeil pour plonger les deux filles dans un sommeil profond. Un peu plus tard, alors que Sophia se détendait dans sa chambre, attendant l'arrivée de sa sœur, elle entend frapper à la porte. Elle s'attendait à sa sœur mais entend Oran lui demander d'ouvrir la porte. Au début, elle avait peur d'ouvrir la porte, pensant qu'elle n'était pas habillée convenablement, mais Oran dit qu'il est avec Selma et qu'elle doit le laisser entrer. Sophia décide d'ouvrir la porte mais remarque que Selma est littéralement sur le dos d'Oran, ce qui a l'air encore pire qu'une marche de la honte habituelle à laquelle elle est habituée. Sophia réalise que sa sœur est faite pour la rue et lui demande de descendre du dos d'Oran immédiatement. Elle réalise aussi que tous les deux ont dû beaucoup s'amuser, car Oran souriait quand il est arrivé. Elle commence à se sentir exclue et conflictuelle, car elle a clairement des sentiments pour Oran, et dit plus tard à Selma qu'elle était probablement en train de mettre Oran mal à l'aise. Selma s'excuse et se dirige vers la salle de bain pour prendre une douche chaude, pendant laquelle elle pense à la façon dont Sophia regarde Oran et sait pertinemment qu'Oran est son premier amour, et qu'elle ne devrait rien faire pour rendre la situation étrange. Mais en même temps, elle pense à tout ce qu'elle a dit à Oran et réalise qu'elle l'a même trouvé beau. Elle commence à entrer dans une profonde spirale alors qu'elle remet en question ses propres sentiments pour Oran, se demandant si elle l'aime seulement en tant que personne et l'admire en tant qu'aventurier, ou s'il y a des sentiments plus profonds impliqués qui pourraient saboter sa relation avec sa sœur à l'avenir. Le lendemain matin, Selma accompagne Oran à la réception de la direction, où il trouve Stella qui les attend. Son bureau a l'air plus en désordre que ma vie amoureuse, mais tout comme moi, elle n'a pas l'air de s'en soucier beaucoup et continue sa journée. Elle présente Oran à Carla, la femme super canon qui s'occupe des nouveaux aventuriers qui rejoignent leur clan. Carla salue chaleureusement Oran et dit qu'il va s'occuper du groupe numéro 10 et qu'il prendra désormais en charge leur formation. Elle lui demande ensuite s'il a consulté leurs dossiers, et Oran répond qu'il les connaît déjà mais qu'il a vérifié minutieusement les dossiers et que ce n'est qu'après cela qu'il a pris la décision de les former personnellement. Carla a l'air soulagée et le remercie de reprendre le lot, tandis que Stella dit même que seul Oran peut s'occuper d'eux à ce stade. Oran sourit et demande ensuite, quelle est la politique de formation ici, et jusqu'où peut-il aller avec eux? Stella répond qu'il n'y a pas de politique sur la façon de former qui que ce soit, donc il peut faire ce qu'il veut sans aucune hésitation.
Elle lui dit simplement de leur enseigner tout ce qu'il sait de sa propre expérience et de les former suffisamment pour qu'ils puissent aller seuls dans le monde extérieur et ne se blessent pas très facilement. Oran est encore un peu confus, et Selma le comprend mieux, affirmant qu'il serait probablement préférable qu'Oran ait un objectif vers lequel travailler au lieu de n'avoir rien à viser. Stella réfléchit un peu puis répond qu'Oran devrait les former de telle manière que les stagiaires soient capables d'affronter seuls les niveaux intermédiaires dans les 6 prochains mois. Oran dit que ce sont des attentes élevées pour des débutants, mais Stella répond qu'ils sont censés être à la fois les fauteurs de troubles et aussi les plus talentueux du lot, donc il faut s'attendre à beaucoup d'eux dans les années à venir. De plus, ils ont déjà montré beaucoup de progrès après l'expédition de formation à laquelle ils ont participé. Oran accepte et dit qu'il fera de son mieux, et sur ce, Selma et lui quittent la pièce pour retourner à leur travail. Dans le couloir, Selma s'arrête soudainement et dit que si Oran a lu tous les dossiers, alors il sait probablement tout sur Sofia et elle-même. Oran baisse les yeux, un peu mal à l'aise, avant de hocher la tête. Une pointe de tristesse apparaît dans l'œil de Selma alors qu'elle dit que Sofia était la fille de la servante, qui était aussi la maîtresse de son père, et tout aurait été bien, mais la mère de Sofia est morte quelques années après avoir donné naissance à elle. La famille de Selma l'a évidemment recueillie, mais comme elle était l'enfant illégitime d'une maîtresse de basse naissance, elle n'a jamais eu une véritable place dans sa famille et a toujours été traitée comme une étrangère. Cela est devenu encore plus difficile pour elle quand Selma a quitté la maison pour devenir aventurière, et quand elle est revenue pour la première fois, elle a vu les yeux vides et les expressions tristes de Sofia, qui était la conséquence de 2 adultes prenant des décisions stupides pendant que l'enfant devait en subir les conséquences. Selma ne pouvait pas voir cela et a emmené Sofia avec elle la prochaine fois qu'elle a quitté la maison, et depuis ce jour, Sofia a toujours été traitée comme une véritable sœur de Selma. Elle regarde Oran et dit que Sofia est la seule chose qu'elle aime dans ce monde et dit qu'elle veut la voir réussir en tant qu'aventurière, quoi qu'il arrive. Oran promet de prendre soin d'elle et dit enfin au revoir à Selma avant d'entrer dans la salle d'entraînement, où il trouve ses 3 élèves du groupe 10 qui l'attendent avec impatience. Il l'entoure immédiatement de salutations, mais Oran réussit à les calmer puis s'assoit devant eux, déclarant qu'on lui a confié la tâche de les former désormais. Tous les 3 semblent très heureux. Carol dit qu'il est super fort et qu'il peut tout faire, à quoi Oran répond qu'il a encore beaucoup à apprendre, mais Sofia l'interrompt, affirmant que Carol a raison, car il a littéralement vaincu le dragon noir facilement tout seul. Oran sourit et pense à la rencontre et à quel il était proche de perdre le combat contre ce monstre mais décide de chasser ses pensées et les remercie simplement avant de déclarer qu'un jour eux-mêmes devront affronter le dragon noir, donc ils doivent s'entraîner dur avant ce jour. Il leur fait un discours d'encouragement, déclarant que chacun d'eux a beaucoup de potentiel qui attend de sortir, et il croit qu'un jour ils pourront tous nettoyer tous les donjons eux-mêmes. Cela motive les enfants qui le remercient de les prendre comme élèves. Oran sourit et commence par leur dire qu'il y a certaines choses qu'il veut qu'ils gardent à l'esprit en tout temps. La première est qu'ils doivent garder l'esprit ouvert en tout temps et être flexibles, afin que même si les choses ne se passent pas comme prévu, ils puissent trouver un moyen de résoudre le problème. La deuxième chose qu'il leur dit est de penser par eux-mêmes, car tout ce qu'il va leur dire ne sera pas parfait, puisqu'il ne sait pas lui-même beaucoup de choses. Il dit qu'il a lui-même gâché beaucoup de choses, et que ce n'est pas parce qu'il est leur professeur qu'il a automatiquement raison. Cela étant dit, il leur demande les raisons pour lesquelles ils ont décidé de devenir aventuriers. Il commence par Sofia, qui a l'air un peu gênée au début mais répond ensuite qu'elle veut être comme sa grande sœur Selma et devenir une grande aventurière qui peut prendre ses propres décisions sans avoir peur de personne. Oran promet de l'aider à trouver son rêve un jour puis se tourne vers Logan, lui demandant ses objectifs. Logan répond honnêtement qu'il fait tout ça pour l'argent. Les autres filles sont choquées, mais Oran lui dit de continuer, et il révèle qu'il vient d'un village qui est très pauvre, et se procurer de la nourriture au quotidien est une corvée en soi, où les gens sont obligés de se battre chaque jour pour leur propre survie. Il dit que même si le village est pauvre, ils ont rassemblé tout leur argent et l'ont ensuite envoyé à la ville pour que ses talents ne soient pas gaspillés. Il dit que c'est la raison pour laquelle il veut devenir aventurier, pour pouvoir un jour les rembourser tous. Il révèle qu'il pensait être déjà un aventurier assez fort, mais quand il a vu le dragon noir et la véritable force d'un aventurier de haut niveau, c'est là qu'il a réalisé qu'il avait encore un long chemin à parcourir avant de pouvoir devenir un aventurier fort. Oran promet de lui enseigner tout ce qu'il peut mais lui dit qu'il devra aussi fournir tous ses efforts pour s'assurer de pouvoir rembourser au centuple la générosité de son village. Sur ce, il se tourne vers Carol et lui demande sa motivation, mais elle répond simplement qu'elle n'a pas vraiment de motivation, et qu'elle se bat juste parce qu'elle peut tuer les monstres, et que ça rend les gens heureux, et elle aime voir un sourire sur les visages de tout le monde. Oran réalise que son obscurité est vraiment profonde, car elle essaie de ne montrer aucune émotion, mais le chagrin et la colère à l'intérieur d'elle ne peuvent être cachés alors qu'elle essaie de les masquer avec un sourire, affirmant que les gens arrêtent de sourire quand les monstres sont là, alors elle les tue. Oran décide de ne pas la pousser et passe à autre chose, affirmant qu'il veut qu'ils gardent à l'esprit pourquoi ils ont décidé de devenir aventuriers pendant qu'ils s'entraînent. Sofia demande à Oran pourquoi il est devenu aventurier,
et Oran pense à tout ce qu'il a vécu enfant et répond qu'il veut devenir aussi fort qu'il le peut pour que les choses qui lui tiennent à cœur ne puissent jamais lui être enlevées, quoi qu'il arrive. Il promet qu'il ne va pas les traiter comme des enfants et leur demande de donner le meilleur d'eux-mêmes. Le lendemain matin, ils commencent leur entraînement en entrant dans les donjons de niveau inférieur, où ils tombent bientôt sur une meute de monstres loups. Sophia se précipite comme d'habitude et en tue deux d'un coup avec ses couteaux avant de se diriger vers le groupe suivant et de les tuer un par un. Oran pense à quel point Carol est une mauvaise nouvelle, car elle est un défenseur dont le travail est d'éloigner toute l'attention de l'attaquant et de se concentrer sur la défense, mais elle fonce toujours tête baissée et essaie de tuer tous les monstres qu'elle peut, comme si elle était elle-même une attaquante. Comme il le pensait, elle se bat avec un abandon téméraire et se laisse ouverte à une attaque par derrière, mais Oran était prêt et lance un mur de bouclier pour arrêter le loup avant de sauter et de trancher net sa tête. Il se tourne vers Carol, demandant pourquoi diable elle s'est laissée complètement sans défense par derrière, mais Carol sourit simplement, disant que ça n'a pas vraiment d'importance pour elle. Cela confond Oran, mais Carol lève simplement le couteau et se tranche le poignet. Cela choque Oran alors que le sang commence à couler de la blessure. Il se précipite pour arrêter le saignement, mais, à sa grande surprise, la blessure se referme d'elle-même et le saignement s'arrête. Oran n'a jamais rien vu de tel auparavant, tandis que Carol dit qu'elle ne peut pas être tuée, car son corps régénère immédiatement, et elle est complètement habituée à la douleur, et c'est pourquoi elle ne se concentre pas beaucoup sur la défense. Oran pense à son histoire, à comment elle a été capturée par une organisation ecclésiastique maléfique qui l'a arrachée de sa maison et, à cause de ses capacités de régénération, a effectué toutes sortes d'expériences sur elle. L'Église n'a qu'un seul objectif, qui est la résurrection du Seigneur maléfique, et elle est devenue le plus grand syndicat du crime du continent actuellement. Carol a été sauvée il y a 2 ans par la première unité des lapins d'argent de la Nuit Ciel, qui incluait Albert. Elle était très instable à l'époque, mais lentement elle s'est améliorée et a choisi de devenir aventurière de son propre gré. La mort d'Albert, cependant, l'a vraiment frappée, mais elle n'a jamais montré aucun sentiment à l'époque. Oran essaie de tendre la main vers elle et lui dit que chaque fois qu'elle est blessée, lui et toute l'équipe se sentent mal, et leurs sourires disparaissent. Cela la fait complètement sombrer, alors qu'elle laisse tomber les dagues et se met à pleurer, promettant de ne plus jamais refaire une chose pareille. Oran essaie de tendre la main vers elle, mais elle recule brusquement tout en le suppliant de ne pas la frapper. Cela touche Oran très profondément, alors qu'il réalise combien de traumatismes cette fille a subi, et il la serre immédiatement très fort dans ses bras, ce qui la confond. Il promet que plus personne ne lui fera jamais de mal tant qu'il sera vivant et lui dit de ne s'inquiéter de rien. Le lendemain matin, le véritable entraînement commence alors qu'Oran apprend à Carol comment esquiver les attaques au lieu de les laisser la toucher, tandis que Logan manie une lance pour devenir un membre plus polyvalent du groupe. Sophia a pour tâche de compter à rebours à partir de 5 cents tout en touchant toutes les cibles avec 3 sorts différents. Le même circuit d'entraînement est répété pendant les jours suivants, mais maintenant c'est Will qui entraîne Logan, car il est meilleur à la lance qu'Oran, tandis qu'Oran se concentre sur Carol et Sophia, qui s'améliorent de jour en jour. Oran se sent enfin satisfait de leur entraînement de base et annonce qu'ils ont tous réussi l'entraînement de base et sont prêts à passer au niveau suivant, qui va être plus difficile qu'avant, mais il a de grands espoirs pour eux. Les enfants célèbrent tandis que Rin entre dans la salle d'entraînement et dit à Oran qu'ils doivent se rendre chez le forgeron, car son épée est prête. Excité, Oran se rend chez le forgeron, qui lui remet son épée élégante. Au moment où il prend l'épée en main, on dirait qu'elle a été parfaitement moulée pour lui, l'angle parfait, le poids parfait, et la sensation parfaite. Il se promet à lui-même qu'avec l'aide de cette épée, il fera en sorte qu'aucun de ses camarades ne soit plus jamais blessé, ne sachant pas ce qu'il attend au coin de la rue. Mais c'est là que cette vidéo se termine. Il est ravi de son nouveau sabre, qui est plus léger que jamais mais a l'air terriblement tranchant. Rin fait remarquer que, dans tout le royaume, lui seul possède cette épée et personne d'autre. Oran se promet qu'il protégera toujours ceux qui sont proches de lui, quelle que soit la situation. Dès le lendemain matin, Oran et son groupe pénètrent dans le donjon et réussissent à descendre jusqu'au 91e étage. Il y rencontre le roi mort-vivant, mais le monstre n'est rien face à Oran et à sa nouvelle épée. Il tranche facilement le monstre en deux d'un seul coup de son sabre. Il regarde son épée avec awe, réalisant que cette arme est vraiment exceptionnelle. Ses pensées sont interrompues par le reste de son groupe, qui le félicite d'avoir vaincu le monstre à lui tout seul, ce qui signifie qu'ils ont franchi le 91e étage et peuvent passer au suivant. Selma lui demande ce qu'il pense de la nouvelle épée, et Oran répond qu'elle fait partie de sa main et est incroyablement confortable. Wilk affirme que les lapins d'argent de la Nuit Noire ont certains des meilleurs forgerons qui travaillent pour eux, et Oran doit être d'accord car il n'a jamais vu un tel savoir-faire auparavant. Selma leur rappelle cependant que les matériaux et leur qualité comptent aussi beaucoup, mais comme Oran a utilisé les écailles du dragon noir comme noyau, bien sûr, son épée va être l'une des plus rares et des meilleures de tout le royaume. Après avoir encore un peu vanté Oran, Selma leur dit à tous qu'ils devraient retourner à la guilde. Après avoir terminé le 91e étage, le prochain objectif est le 92e étage, celui où Albert a perdu la vie face au dragon noir,
et elle promet que cette fois, ils tueront le dragon quoi qu'il arrive. Au moment où ils sortent du donjon, le soleil était déjà sur le point de se coucher. Dans la soirée, alors que Az et Otis parlaient de vouloir manger quelque chose et prendre un long bain, Selma prend Oran à part, lui demandant si elle peut lui parler en privé. Au début, Oran se demande si quelque chose a mal tourné, mais Selma affirme que ce n'est rien de tel et qu'elle voulait juste discuter des plans pour aborder le prochain étage demain. Oran s'excuse cependant, affirmant qu'il ira d'abord emmener Sofia et le groupe pour une expédition dans le donjon le matin, comme il le leur a déjà promis. Selma est un peu surprise, lui demandant s'ils ne devraient pas se reposer puisqu'ils sont aussi censés aller au prochain étage dans quelques jours, mais Oran lui dit de ne pas s'inquiéter, car il va seulement en tant qu'instructeur et tout le combat sera fait par les nouveaux. Il affirme qu'ils deviennent vraiment bons et qu'il pense qu'il devrait pouvoir franchir le 29e étage tout seul demain, mais il sera présent juste au cas où. Selma pense à la rapidité avec laquelle le temps passe, car il n'y a pas si longtemps, Sofia n'était qu'une toute nouvelle recrue qui ne savait pas très bien contrôler sa magie, et maintenant elle va bientôt atteindre le 30e étage, après quoi ils seront considérés comme des aventuriers à part entière et partiront en expédition seuls, sans supervision. Cette nuit-là, il va rencontrer le vieil homme à la boutique et prend du thé là-bas. Le vieil homme a l'air un peu troublé et révèle qu'il a entendu des rumeurs inquiétantes récemment, révélant que, selon les discussions en ville, l'organisation criminelle Armentote est de retour et continue son titre de tueur d'aventurier. Il affirme que ces rumeurs viennent d'un autre donjon du côté sud du pays, mais ce n'est pas bon. Oran comprend très bien la gravité de la situation, car il existe deux grandes organisations criminelles dans ce monde, l'une étant Armentote et l'autre étant l'Église. Selon Armentote, personne ne devrait essayer de nettoyer les donjons, car ils sont quelque chose de divin et plus ancien que le temps que les humains ne devraient pas essayer de perturber. Ils sont vraiment forts et brutals à leur manière, car ils tuent les aventuriers qu'ils croisent sans aucune pitié pour leur vie. Oran demande alors au vieil homme si ce ne sont que des rumeurs, puisqu'ils n'ont pas été avertis par les guildes de faire attention ou quoi que ce soit, mais le vieil homme répond qu'il souhaite que ce ne soit que des rumeurs, mais il y a quelques jours, des aventuriers de haut rang ont été retrouvés morts, et cela ne pourrait être que le résultat de leur rencontre avec les hommes d'Armentote. Oran y réfléchit et réalise qu'il est possible que la guilde ne révèle rien pour l'instant pour éviter toute panique inutile, ce qui pourrait causer encore plus de chaos et aggraver la situation 10 fois plus. Il se demande pourquoi ces gens se soucient même que les donjons soient nettoyés, mais réalise qu'essayer de comprendre ce qu'un meurtrier pense est complètement inutile, et tout ce qu'il peut faire, c'est s'assurer d'éviter ces idiots à tout prix. Toute l'équipe semble être un peu sur les nerfs à l'idée de retourner au 92e étage. Rin reste dans sa chambre avec le clair de lune qui entre alors qu'elle regarde la robe que Albert portait quand il est mort entre les mains du dragon noir. Elle dit à Albert de les regarder du ciel, car ils vont bientôt se venger. Wilk, quant à lui, va chez le forgeron pour chercher une nouvelle lance qu'il a fait fabriquer sur mesure et remercie l'homme pour son travail stellar comme d'habitude, affirmant qu'avec ça, il se vengera bientôt. Le forgeron sourit, affirmant que Wilk a parcouru un long chemin depuis l'année dernière et est devenu beaucoup plus fort. Cela renvoie Wilk dans le passé alors qu'il déclare avec douleur qu'Albert est mort parce qu'il n'était pas assez bon, ce qui a conduit à la mort d'Albert. Il affirme que ça aurait dû être lui qui meurt, mais à la place, le héros du clan a donné sa vie pour sauver l'équipe. Otis est également agité, alors elle s'assoit près d'une fontaine en regardant la lune argentée, pensant à tout ce qu'ils ont traversé depuis l'année dernière et à quel point ils sont devenus plus forts, mais se demande si cela en soi sera suffisant pour faire face à ce monstre qui a pris d'innombrables vies jusqu'à présent. Elle se promet que cette fois, elle ne laissera personne mourir et fera en sorte qu'ils en sortent tous vivants. Selma est aussi perdue dans ses pensées dans sa propre chambre alors qu'elle regarde par la fenêtre, complètement absente, mais Sofia la sort de ses pensées, lui demandant si elle est inquiète à l'idée d'aller affronter le dragon. Sofia affirme qu'en réalité, elle ne veut pas que Selma aille se battre contre le dragon noir, car même la dernière fois qu'Oran l'a vaincu, il était lui-même complètement amoché, et personne ne sait ce qui va se passer cette fois puisque c'était un combat si serré. Selma répond cependant que cela fait plus d'1 an que la mort d'Albert et elle pense que son groupe a grandi en force, ce qui devrait être suffisant pour vaincre le dragon noir et obtenir la vengeance qu'il désire tant. Sofia commence immédiatement à lui faire des câlins fougueux, et pour être honnête, je ne peux pas lui en vouloir. Elle dit à Selma qu'elle croit en elle et en son groupe et promet que tout ira bien. Le lendemain matin, Oran emmène le jeune groupe dans les donjons, et assez vite, ils réussissent à franchir le 29e étage sans trop de problèmes. Oran sourit à la petite équipe, affirmant qu'ils ont tous beaucoup grandi en tant qu'aventuriers, et qu'une fois qu'ils auront franchi le 30e étage, ils ne seront plus de nouvelles recrues et deviendront des aventuriers à part entière. Tout le monde est content, mais soudain Sofia réalise qu'une fois qu'ils deviendront aventuriers à part entière, ils seront assignés à une unité, ce qui signifie qu'Oran ne les entraînera plus. Cette pensée l'attriste un peu, mais elle décide de la mettre de côté et retourne à la guilde avec le reste de son groupe. Ils montrent tous le rapport à la réceptionniste, qui affirme qu'ils vont maintenant devoir passer un test final,
qui consistera à franchir le 30e étage complètement seul pendant qu'un aventurier senior de l'unité 2 les observera pour s'assurer qu'ils sont prêts à être laissés seuls. Elle affirme que le prochain test pourrait être organisé dans 2 jours, mais il réalise que ce jour-là, Oran et son groupe vont au 92e étage. Ils auraient voulu qu'Oran soit avec eux pendant le test et demandent à la réceptionniste si les dates peuvent être réarrangées, mais la réceptionniste répond que comme chaque aventurier a son propre emploi du temps, leur test pourrait ne pas avoir lieu avant un certain temps. Oran intervient, affirmant qu'il parlera à Selma et qu'ils peuvent peut-être reporter le voyage au 92e étage de quelques jours de plus, mais Sophia l'arrête, affirmant qu'ils attendent ce jour depuis plus d'1 an, et que ce serait vraiment cruel de le reporter maintenant. Les enfants promettent qu'ils se débrouilleront avec le donjon tout seuls, et même Carole promet qu'elle fera attention à ne pas prendre de risques avec ses singeries, tous les 3 disant à Oran de les laisser franchir le niveau seul. Il n'a pas d'autre choix que d'accepter. Avant cela, cependant, Oran vérifie leur plan d'étage pour voir s'ils pensent de la bonne manière, et après avoir analysé le document minutieusement, il leur dit que leur plan semble solide, mais leur dit de garder l'esprit ouvert, car les choses ne se passent pas toujours comme prévu. Il leur donne ensuite à chacun un pendentif comme porte-bonheur et leur souhaite bonne chance. Les jours passent vite, et les 2 groupes utilisent leur temps à leur manière. Quand enfin le jour du jugement arrive, Oran se prépare à affronter à nouveau le dragon noir tandis que Sophia et les autres se préparent à franchir le niveau 30. Sophia et les autres arrivent à leur étage, et Logan sent bientôt des ennemis autour d'eux, ce qui s'avère vrai. Alors qu'un groupe de 4 gobelins émerge et se prépare au combat, Carole décide de les distraire, ce qui s'avère utile car Logan utilise un sort de pointe de terre pour en détruire complètement 3, tandis que Sophia utilise un sort de coupeur de flèches pour découper le dernier, surprenant l'aventurier observateur qui demande s'ils sont vraiment de nouvelles recrues. Oran et les autres atteignent également leur destination et entrent dans la chambre pour combattre le dragon, qui se réveille immédiatement. Selma renforce rapidement tous ses coéquipiers, tandis qu'Oran utilise son propre sort original pour multiplier ses statistiques par 4. Alors que le combat commence, Wilk réussit à percer la queue du dragon tandis qu'Oran la coupe en 2. Les autres continuent d'utiliser la magie de soutien pour les aider. Pendant ce temps, Sophia et les autres réussissent à atteindre la salle du boss, mais à l'entrée, ils trouvent également un groupe de 4 aventuriers. Ils s'avèrent être de l'église, et l'un d'eux utilise ses capacités pour lire dans l'esprit de Logan. Réalisant que ces nouveaux sont amis avec le tueur de dragons, leur superviseur sent immédiatement que quelque chose ne va pas et s'interpose avec une épée, mais d'un geste, sa tête est tranchée en un instant, horrifiant les nouvelles recrues. L'idiot musclé utilise sa magie de terre pour bloquer les sorties, alors Carole décide de leur faire gagner du temps et se rue sur l'idiot musclé, seulement pour être projeté contre un mur. Oran est immédiatement alerté, car les colliers qu'il leur a donnés étaient une sorte de dispositif d'alarme. Il dit immédiatement à Selma que les nouvelles recrues sont en danger, mais ils ne peuvent pas quitter cet étage sans s'occuper du dragon. Le dragon utilise ce temps pour récupérer et fait repousser sa queue et une des ailes qu'Oran avait enlevées, annulant essentiellement tous leurs efforts. Oran se souvient comment il a promis de garder ses camarades en sécurité, et dos au mur, il se demande comment il va faire pour s'assurer que Sophia et les autres soient vivants. Pendant ce temps, à l'autre endroit, le muscled marche vers Sophia et les autres, mais elle est tellement inquiète pour Carole qu'elle ne peut pas prêter attention à la situation devant eux. Logan lui dit de revenir à la réalité et d'essayer de gagner ce combat parce que Carole va guérir et sera bientôt remise. Il rappelle à Sophia que leur professeur n'abandonnerait jamais un combat, peu importe à quel point la situation semblait mauvaise, alors il devrait se battre aussi. Il dit qu'Oran dit toujours que la première priorité d'un aventurier est de rentrer chez soi sain et sauf, et ils vont se battre pour ça. Son petit discours de motivation enflamme aussi Sophia, puis Logan utilise des sorts de renforcement sur eux-mêmes. Sophia lance un éclair sur le muscle Bren, mais il bloque simplement l'attaque puis l'annule avec son épée. Sophia panique en voyant cela, et Logan lui dit de fuir. L'idiot musclé les poursuit, mais au moment où Logan voit une ouverture, il utilise la magie de terre pour le piéger exactement comme il l'avait appris d'Oran. Il dit à l'idiot musclé que ses mouvements sont vraiment simples à prévoir et qu'il aurait dû passer plus de temps à polir son cerveau qu'à la salle de sport. Il se précipite pour l'achever, mais le musclé attrape son arme et utilise ensuite sa force brute pour briser les rochers. Il écrase ensuite Logan au sol, lui disant de ne pas être si confiant alors qu'il ne fait que commencer. Il ramasse son épée, lui disant qu'il aurait dû essayer de fuir au lieu de riposter, et Sophia panique, se demandant s'ils vont mourir maintenant. Logan rappelle aux muscled qu'il allait les utiliser comme appât, mais le capitaine dit qu'ils n'ont besoin que d'un seul appât. C'est essentiellement le signal de départ pour le muscled, et il abat sa lourde épée sur Logan. À ce moment-là, Sophia panique tellement qu'elle laisse tomber son arme et crie, mais alors le corps du muscled se fige. Il ne peut pas bouger et se demande ce qui se passe, et c'est en fait Sophia qui a éveillé sa connexion avec la force. Elle réalise que c'est sa capacité spéciale et qu'elle a été un Jedi tout ce temps. Elle écrase simplement l'idiot musclé contre le mur puis se précipite pour soigner Logan. Cependant, l'impact ne suffit pas à le maintenir au sol,
et l'idiot musclé se relève pour combattre, mais cette fois, Logan et Sophia décident de le frapper avec tout ce qu'ils ont pour survivre à cette bataille. De retour à l'endroit d'Oran, le dragon enragé crée des lames avec sa puissance magique et les vise sur les humains. Oran réalise qu'il n'a pas d'autre choix que d'utiliser son sort de magie incomplet, car c'est la seule chose assez puissante pour abattre le dragon. Il active le sort stocké dans son bracelet, enrobant son épée d'obscurité pure. Il charge alors en avant, esquivant les attaques du dragon avant de frapper sa jambe de toutes ses forces. Un éclair de lumière brillante étourdit tout le monde alors que le dragon tombe au sol, et Selma réalise qu'Oran détenait une arme aussi puissante tout ce temps. Cependant, même cela ne suffit pas à maintenir le dragon au sol, car son facteur de guérison lui permet de régénérer la jambe perdue en un instant. Tout le monde panique en voyant cela, et Oran leur dit que la seule façon de gagner ce combat est de tuer le dragon d'un seul coup pour qu'il ne puisse pas régénérer. Juste à ce moment-là, le dragon les attaque avec sa queue, et Selma utilise une barrière pour protéger tout le monde. La barrière ne résiste qu'à 3 attaques du dragon avant de se briser, et Selma est projetée contre le mur. Heureusement, Oran a utilisé ce temps pour se placer sur un point élevé derrière le dragon, et il concentre toute sa magie dans son épée pour la transformer en lance et finir le combat. Il saute sur le dragon, qui le remarque et se retourne, mais Oran ne s'en soucie pas. Il plante le front du dragon de toutes ses forces, déclarant qu'il ne laissera pas les espoirs de ses amis être détruits. L'énergie de son attaque traverse le corps du dragon, le fragmentant et le brisant partout. L'énergie surcharge alors le corps du dragon et le fait exploser, l'achevant pour de bon. Selma est contente de voir qu'Oran a tué le dragon, et alors qu'elle se détend, elle perd connaissance. Pendant ce temps, Logan et Sophia luttent toujours contre l'idiot musclé, qui écrase Logan au sol puis tourne son attention vers Sophia. Elle réalise qu'elle ne peut pas utiliser la force pour l'attaquer à nouveau, et le chef des aventuriers dit à Musclette de finir la fille avant qu'elle ne devienne une menace pour eux à l'avenir. Sophia est complètement impuissante maintenant, et elle souhaite qu'Oran la sauve d'une manière ou d'une autre. Musclette balance son épée vers elle quand soudain, 2 entailles aériennes le frappent et l'envoient violemment s'écraser contre les murs derrière lui. Tout le monde est choqué par cette attaque inattendue, et Sophia se retourne pour voir que ses prières ont été exaucées et qu'Oran est arrivé pour la sauver. Sophia se met à pleurer dès qu'elle le voit, et Oran se précipite pour la serrer dans ses bras, s'excusant d'être en retard et la félicitant d'avoir survécu aussi longtemps. Il utilise ensuite la magie de téléportation pour amener Logan et Carol près de lui et leur dit que tout va bien maintenant car il s'occupera du reste. Il jette une barrière autour de ses élèves, leur disant que le combat ne sera pas long. Sophia lui demande s'il est en colère, et Oran confirme, pensant qu'il est en colère contre lui-même de ne pas avoir été là pour protéger ses élèves quand ils étaient en danger. Il demande aux aventuriers pourquoi ils ont blessé Sophia et les autres, et la prêtresse du groupe répond qu'il voulait les utiliser comme appât pour attirer le tueur de dragons, et il est là maintenant. Oran est furieux contre eux et dégaine son épée, mais les aventuriers sont aussi prêts à l'affronter. Ils lui disent qu'ils sont spécialistes pour combattre les humains et qu'en plus, il affronte 3 d'entre eux à la fois. Cela ne dérange pas Oran, et il se prépare à commencer le combat. Dès qu'il tend la main, la prêtresse réalise ce qu'il va faire et saute en arrière, mais ses coéquipiers ne sont pas aussi intelligents qu'elle et se font prendre dans le sort de gravité d'Oran. Leurs corps deviennent trop lourds pour même se lever, et Oran enchaîne avec une attaque de foudre qui grille complètement leur cerveau. Il attaque ensuite la prêtresse, qui est la seule restante maintenant, et elle bloque facilement son épée. Elle fait remarquer qu'elle n'aurait jamais pensé qu'il vaincrait ses coéquipiers aussi facilement, et Oran lui dit de s'inquiéter plutôt pour elle-même. Soudain, elle le repousse avec Blizzard, qui est une attaque de magie grave spéciale, et Oran se demande comment cette salope peut parer son attaque avec son petit corps et ensuite lancer un sort aussi puissant si rapidement. Soudain, la prêtresse lance un autre sort qui fait pleuvoir la foudre, et Oran le bloque tant bien que mal, ce qui fait que ses élèves s'inquiètent pour lui. Oran se demande comment la prêtresse peut lancer plusieurs sorts de rang spécial aussi rapidement, comme si elle sautait toutes les étapes pour les lancer. La prêtresse est impressionnée qu'il ait survécu à son attaque et dit qu'ils espéraient que quelqu'un d'aussi fort que lui rejoigne leur équipe. Oran répond qu'il n'a pas l'intention d'aider des meurtriers, et la prêtresse fait remarquer qu'il lui rappelle quelqu'un qui est mort quand elle était petite, mais que s'il était vivant, il serait devenu comme lui. Oran ne veut pas l'entendre jacasser et lui demande pourquoi elle tue des aventuriers. Elle répond qu'elle ne veut pas, mais que l'original a été vaincu et que la réplique est maintenant entre les mains de leurs ennemis, donc son seul choix est de gagner du temps. Rien de tout cela n'avait de sens pour Oran, et il dit à la prêtresse que si elle tue des aventuriers pour gagner du temps, elle devrait abandonner. Cela la rend folle de rage, et elle se met à crier après Oran comme une vraie folle. Elle lui dit de se taire parce que des idiots comme lui rapprochent le monde de la destruction. Cette déclaration laisse Oran sans voix, mais alors la nonne décide de mettre fin au combat. Elle lance une boule de feu explosive sur lui, et Oran l'esquive seulement pour découvrir qu'elle peut en lancer plusieurs à la fois. Il ne peut que fuir, mais la prêtresse réussit à le toucher après quelques tentatives. Elle est sûre qu'Oran n'a pas pu survivre à autant d'explosions et s'excuse auprès de lui, disant que son sacrifice est nécessaire pour sauver le monde.
À sa grande surprise, Horan est toujours vivant parce qu'il a transformé son épée en bouclier. Horan profite de cette occasion pour transformer son épée en fouet afin de ligoter la prêtresse et lui dit qu'il attendait qu'elle croie avoir gagné parce que c'est à ce moment-là qu'elle baisserait sa garde. La prêtresse essaie de se sortir de cette situation par la force brute, mais Horan la serre plus fort. Soudain, sa capuche tombe, et voir ses cheveux argentés rappelle à Horan son ami d'enfance. La fille reconnaît aussi sa magie maintenant, et tous deux sont confus. La fille se met soudain à rire, disant que ça doit être l'œuvre du vieil homme et de l'affreuse femme qui n'arrête pas de jouer avec elle. Cela laisse Horan encore plus confus, et la fille lui dit qu'il n'est plus nécessaire de se battre maintenant. Elle lui demande gentiment de la laisser partir, et elle emmènera ses coéquipiers avec elle, mais Horan ne la croit pas. Malheureusement, sa magie s'épuise juste à ce moment-là, libérant la prêtresse. Juste à ce moment-là, le reste des aventuriers se relève aussi, et Horan panique, pensant qu'il est désormais désavantagé. Heureusement, ses amis arrivent juste à ce moment-là pour le soutenir. Cependant, la prêtresse n'est plus d'humeur à se battre, et elle promet à Horan qu'elle le laissera tranquille, lui et ses amis. Il est content d'entendre cela parce qu'il ne voulait pas se battre d'une manière qui blesserait gravement ses amis. La prêtresse dit qu'elle espère que la prochaine fois qu'ils se rencontreront, ils ne seront pas ennemis, puis disparaît avec ses amis. Horan est toujours perplexe, mais heureusement ses élèves sont sains et saufs, et c'est tout ce qui compte pour l'instant. Tout le monde le remercie de les avoir sauvés, puis Logan demande s'il connaissait la fille qui les a attaqués. Horan baisse la tête en disant qu'il ne la connaît pas, et en même temps, la prêtresse est dans son endroit sûr, ravie qu'Horan soit vivant. Elle n'aime pas le fait qu'il soit aventurier, ce qui signifie qu'ils sont ennemis, et elle blâme la femme qui l'a manipulé toute sa vie pour cela. On lui a dit qu'Horan était mort, mais maintenant qu'elle connaît la vérité, elle est déterminée à punir la femme et à rattraper le temps perdu qu'elle aurait pu passer avec son ami d'enfance. Pendant ce temps, Oliver s'entraîne aussi pour devenir plus fort après avoir appris qu'Horan a tué le dragon noir tout seul. Il se demande comment Horan peut faire quelque chose qu'il ne peut pas faire, quand Philly vient lui parler. Elle lui demande s'il s'entraîne pour vaincre le dragon noir ou pour rivaliser avec Horan, et il répond qu'il s'entraîne parce qu'il a honte de sa propre faiblesse. Philly dit que personne n'a vaincu le dragon noir auparavant et que tout le monde appelle Horan le nouveau héros. Oliver n'est même pas jaloux à ce stade, mais ensuite Philly lui dit qu'un tournoi de combat va bientôt avoir lieu. Cela enflamme Oliver, et il jure qu'il vaincra Horan lui-même et prouvera qu'il est le vrai héros. Quelques jours plus tard, Horan rassemble à nouveau ses élèves, leur disant que leur dernier examen ne s'est pas bien passé à cause d'ennemis imprévus. Il prétend être déçu par les événements de ce jour parce qu'ils n'étaient pas assez forts pour venir à leur secours à temps, mais ils ne sont pas d'accord avec lui. Ils disent à Horan qu'ils sont vivants uniquement grâce à lui, et que s'ils n'avaient pas été là, ils seraient tous morts. Horan leur dit que c'est le scénario qui les a sauvés ce jour-là, parce que si le combat avait continué, tout le monde serait mort ou grièvement blessé, y compris son équipe. Il dit qu'il se considérait comme fort, mais après avoir combattu la prêtresse, il a réalisé qu'il n'est qu'un gros poisson dans une petite mare. Il dit à ses élèves qu'ils ont tous connu la défaite la dernière fois, mais la bonne nouvelle est qu'ils sont vivants et peuvent recommencer pour devenir plus forts. Ses élèves sont d'accord, et sur ce, Horan les mène dans le donjon pour les entraîner.